Déjà entendu ici sur son autre sujet, à savoir le STO. Et là, on s'est dit que c'était une occasion rêvée de parler de quelqu'un dont on parle quand même pas beaucoup, voire jamais à Lyon, ce qui est quand même paradoxal pour ce compagnon de la Libération, ancien commissaire de la République quand même. Alors certes, il a son boulevard pas très loin d'ici, mais c'est un peu court. Et c'est en discutant avec M. Spina il y a presque un an de ses travaux que je me suis rendu compte qu'il avait publié, ou il allait publier quelque chose sur Yves Farge, et là, divine surprise, on lui a sauté dessus pour l'inviter à nous parler d'Yves Farge, et puis peut-être qu'on réfléchira à l'issue de cette conférence aux raisons de ce silence mémoriel, parce que quand même c'est assez étonnant pour une ville comme Lyon. Donc je vais vous laisser la parole pendant à peu près 1 heure, et puis on pourra discuter après. Merci beaucoup. Et donc merci à l'ensemble du CHRD de me permettre d'être ici pour évoquer donc ce glorieux oublié, Yves Farge, qui a fait l'histoire du Rhône-Alpes entre la libération de Lyon le 2 septembre 1944 et son départ du commissariat de la République le 15 septembre 1945. Auparavant, évidemment, son action était déjà considérable. Mais pour ouvrir justement à ce qui s'est passé il y a 75 ans et quelques semaines, donc le 2 septembre 1944 s'achève la non-bataille de Lyon. Il n'y a pas eu de véritable combat pour la libération de Lyon. Les Allemands ont préféré se dérober à un combat de toute façon perdu d'avance. Et les forces françaises de l'intérieur n'ont pas vraiment su lancer, malgré le vœu de Farge, une véritable insurrection de la capitale des Gaules. Il y a eu des actions de quelques groupes en banlieue, notamment FTP Moy, à Oullins ou à Villeurbanne. Il y a eu des combats aux abords immédiats de l'agglomération, mais dans l'ensemble, les Allemands ont pu partir en bon ordre. Et ils ont eu le temps, le 2 septembre, de faire sauter pratiquement tous les ponts de Lyon, avec tout ce que ça signifie en termes économiques et patrimoniaux. Le 2 septembre, alors que les Allemands occupent encore une partie de Lyon, les FFI d'Alban Bistel, chef gaulliste donc des FFI du Rhône, occupe la rive gauche du Rhône, c'est-à-dire notamment qu'il s'empare de la préfecture du Rhône vide. Donc en cet après-midi triste et pluvieux, Yves Farge, qui attend le dénouement avec des proches dans un bar proche de la rive du Rhône, est prévenu donc vers 16h que la préfecture est libérée. Donc avec ses 2 camarades, Farge embarque dans une voiture qui porte un fanion tricolore. Il est vêtu d'un blouson de cuir, ce qui ne lui ressemble pas. Lui, qui est d'habitude jovial et plein d'humour, est inhabituellement soucieux et maussade. Ils arrivent à la préfecture et ils entrent par la petite porte, la porte de derrière. Ils errent dans des corridors interminables et complètement déserts. Et Farge desserre les dents pour s'exclamer « Comme entrée triomphale, c'est réussi, on va bientôt atterrir dans les WC ». Puis ensuite, ils arrivent dans l'escalier d'honneur, et à ce moment-là, des rafales éclatent, des éclats d'obus font éclater les fenêtres et la verrière, et comme décrit Farge dans ses mémoires, nous nous plaquons contre les murs, nous nous mettons à plat ventre. Notre entrée, si elle a voulu revêtir une certaine solennité, est ratée. Il arrive enfin en haut de l'escalier, où l'accueillent les chefs de la résistance, puis, sans enthousiasme, il entre seul dans le vaste bureau désert du préfet, qu'il décrit comme un antre de mauvais goût. Farge est aussi artiste peintre et critique d'art à ses heures. Tiroir vide, lambris brisés, téléphone hors d'usage, des vitres cassées, des douilles qui traînent par terre. La seule chose qui rassure un petit peu Farge, enfin qui le rassérène, c'est que lui, qui est un grand amoureux de la Révolution française, voit par la fenêtre la statue, toujours là, d'un général révolutionnaire. Ça lui fait un peu plaisir. Puis enfin, comme il dira, j'ose enfin m'asseoir derrière ce bureau sur lequel écrivaient il y a peu des hommes haïs et vaincus. J'aime la rue comme on aime l'histoire de France. Non, ce n'est pas dans un bureau qu'on a fait l'histoire de France. Et il est vrai qu'avant de faire l'histoire du Rhône-Alpes dans son bureau de commissaire de la République, à la préfecture, c'est assez loin des bureaux administratifs que Farge avait déjà contribué à la faire. Alors Yves Farge est né le 19 août 1899, voici donc 120 ans. C'est un méridional de Salon de Provence. Toute sa vie, un homme chaleureux, plein d'humour, profondément de gauche dès l'enfance,
notamment grâce à l'éducation qu'il a reçue de sa tante, profondément laïque et républicain, amoureux de justice sociale, même s'il n'a jamais de programme très précis pour la faire advenir. C'est quelqu'un qui est profondément amoureux et sincèrement amoureux du peuple, mais sans populisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et même s'il a des convictions bien fermes, c'est quelqu'un qui est incroyablement ouvert à toutes sortes de personnes, sans distinction d'opinion, de conditions sociales ou de nationalité. Dès sa jeunesse, Farge rend service aux gens les plus différents qui soient, et il s'en fait des amis. Dans la paix comme dans la guerre et pendant la résistance, il noue des relations humaines très fortes, aussi bien avec des officiers ultra-conservateurs qu'avec des socialistes, des communistes, des catholiques. Il s'entend aussi bien avec des hommes du peuple, ouvriers et paysans, qu'avec des industriels ou des artistes. Donc c'est un homme assez rassembleur, qui a sa vision des choses. Il n'est pas tellement marxiste, mais il est fasciné par la Révolution française. Il y a chez lui une sorte de Danton, par l'énergie, par la corpulence aussi. Bon, là, c'est une photo de lui enfant, mais adulte, un jeune homme. Adulte, c'est un véritable colosse, bon orateur par ailleurs. Il y a chez lui du Danton, par le patriotisme et l'esprit révolutionnaire, mais aussi du Robespierre, par la haine de la corruption. Et également le patriotisme, donc, déjà en 14-18, Farge est patriote comme tout le monde. Il veut s'engager alors qu'il n'a que 17 ans, mais vu son âge et sa condition physique, on le confine à l'hôpital militaire de Nice, où il a juste à laver les pieds des poilus blessés. Farge n'a d'ailleurs jamais fait de service militaire, il n'a jamais tiré un coup de feu de sa vie, mais bien que très pacifiste, avant comme après la guerre, il est aussi très patriote, et pendant la résistance d'ailleurs, il sera un fervent partisan de la militarisation de la résistance, des maquis et du passage à l'action immédiate contre les occupants. Dans l'immédiat, après 14-18, comme toute une génération, il est profondément converti au pacifisme, acquis au désir de changer le monde pour que la paix puisse triompher, ainsi que la justice sociale. Il adhère aux jeunesses socialistes de Marseille, et lors du congrès de Tours fin 1920, avec elle, il adhère au Parti communiste. Mais Farge n'a jamais vraiment été de culture marxiste-léniniste, et il est trop indépendant et trop individualiste pour vraiment être très longtemps dans une organisation aussi disciplinée. Il n'y a donc qu'en 1920-1921 qu'il sera membre du Parti communiste, le temps que sa route croise celle de Gabriel Péry. Gabriel Péry, qui sera un des martyrs emblématiques de la résistance, fusillé dès 1941, se trouve emprisonné avec Farge à Marseille dans l'hiver 1920-1921 pour campagne antimilitariste. Puis ensuite, Farge s'en va au Maroc, où il va rester une dizaine d'années, et de 1923 à 1932, il y est militant anticolonialiste. Non plus au Parti communiste qui est interdit au Maroc, mais au Parti socialiste. Farge va être membre de l'aile gauche de la SFIO. Il va fonder et diriger la section du Parti socialiste de Casablanca. Et il va se faire remarquer. Il va mener une manifestation réprimée lors de l'exécution de Sacco et Vanzetti en 1927. Il va dans la presse condamner le principe même de la colonisation, ce qui est très rare à l'époque. Il dénonce la manière dont la colonie est pillée. Il dénonce la corruption de certains fonctionnaires coloniaux, mais aussi du pacha de Marrakech, El Glaoui. Il condamne la répression pendant la guerre du Rif, mais surtout lorsqu'elle tue des civils. Cela dit, Farge ne va pas quand même jusqu'à soutenir ouvertement la révolte armée contre la colonisation. Et puis de toute façon, il est minoritaire au sein du Parti socialiste de l'époque, et ne parlons même pas de l'opinion publique. En 1931, Farge revient en France. Il faut dire, ce qu'il n'avouera pas facilement, qu'il a été condamné en justice pour avoir accumulé un peu trop de dettes et qu'il n'a remboursé ses dettes qu'une fois devenu commissaire de la République 15 ans plus tard. Bon, il a beau être partisan de la vertu et tout, c'est parfois pas toujours facile de prêcher d'exemple. Bon, à Paris, il ne peut pas uniquement vivre évidemment de son art de peintre amateur, pas très révolutionnaire d'ailleurs. Farge est quelqu'un de très contestataire sur le plan des idées, mais enfin, sur le plan de sa vie privée, c'est quelqu'un d'extrêmement lisse. On ne l'entend jamais dire un gros mot, il est toujours bien habillé, et son art n'a absolument rien de révolutionnaire. Il en était resté à un espèce de pointillisme ou de pré-impressionnisme. Bon. Donc, malgré quelques essais littéraires artistiques ou quelques œuvres d'art, pour vivre, il va redevenir journaliste à Grenoble, à la Dépêche dauphinoise, où sa tante lui a trouvé un emploi. Et il va devenir un journaliste antifasciste de premier plan à Grenoble. Après l'émeute d'extrême droite du 6 février 1934 à Paris, c'est Farge qui anime en bonne partie la riposte locale au coup de force.
D'ailleurs, Farge, qui a beaucoup d'humour et qui aime bien parfois faire des blagues ou des farces, joue du bluff au départ. Dès les lendemains du 6 février 1934, Farge écrit au président de la République en prétendant qu'il était à la tête d'un comité antifasciste de plusieurs milliers de personnes, alors qu'en réalité, celui-ci est encore complètement vide. Bon. Mais c'est justement en faisant semblant qu'il arrive à attirer des soutiens. Bon, Farge soutient le Front populaire, bien sûr, il soutient les grévistes du juin 1936. Il organise l'accueil des enfants républicains espagnols réfugiés de la guerre civile. Par contre, ce que je n'ai jamais réussi à savoir, c'est est-ce que Farge, pacifiste sincère, membre de l'aile ultra-pacifiste de la SFIO avec Paul Faure, est-ce qu'il a été jusqu'à dénoncer la non-intervention en Espagne? Est-ce qu'il a demandé des avions et des canons pour l'Espagne? Ça, j'en ai pas du tout la certitude. Parce que Farge est extrêmement pacifiste à l'époque, et ce que ses amis occulteront après la guerre, c'est que Farge a approuvé les accords de Munich en 1938. Il a même été encore plus loin. Après les accords de Munich dans lesquels il a cru, Farge, qui était un grand ami de l'écrivain pacifiste Jean Giono, et Farge qui avait des contacts vraiment partout, mais alors ce qu'ils appellent partout, Farge connaissait un héros de guerre allemand qui avait accès à Hitler. Donc son projet complètement fou, ça a été faire se rencontrer par son intermédiaire Jean Giono et Adolf Hitler pour que d'anciens combattants ils discutent de tous les problèmes qui restaient en suspens entre la France et l'Allemagne, y compris la question juive, précise Farge dans une lettre. Bon. Heureusement pour lui, cette entrevue n'a jamais eu lieu, mais bon, on voit que Farge avait de l'imagination et de la volonté, mais qu'il avait aussi parfois ses aveuglements. Et la même année 1938, Farge quitte Grenoble parce qu'un certain Pierre Laval vient de racheter la Dépêche dauphinoise, et que bon, c'est quand même un homme de droite, même si on ne sait pas encore ce qu'il va devenir. Farge passe à Lyon, au Progrès de Lyon, le siège du Progrès de Lyon qui est maintenant devenu la FNAC de la place Bellecour. Bon. Farge s'y occupe notamment de politique étrangère, et en 1939-1940, il désapprouve l'entrée en guerre. Il pense que c'est sans issue. Et lorsque la Wehrmacht, en juin 1940, se retrouve aux portes de Lyon, Farge déclare que ça prouve qu'il avait raison, et que si c'était pour en arriver là, c'était même pas la peine de faire la guerre. Et à ce moment-là, beaucoup de pacifistes, de droite comme de gauche, sont devenus collaborateurs pendant la guerre, ou au minimum n'ont rien fait. Farge, à ce moment-là, était à la croisée des chemins, il aurait très bien pu basculer du mauvais côté. Ce qu'il a sauvé, c'est que c'est quand même un républicain, un amoureux de la liberté, et qu'il n'a pas supporté l'idée que le peuple français perde ses libertés. Avant même que les Allemands pénètrent dans Lyon, Farge entend à l'arrêt du tramway quelqu'un qui déclare maintenant c'est bien fait, les Français vont savoir ce que c'est l'ordre. Farge le gifle. Puis ensuite, il passe devant un hôtel dans le centre de Lyon, peut-être l'hôtel Terminus, je ne sais pas. Il voit des femmes qui font la queue pour aller rencontrer les officiers allemands, et il lance à l'une d'entre elles « Vous êtes trop vieille pour la prostitution ». Bon. Également, quand les Allemands occupent Lyon, pendant seulement 15 jours au début, ils prennent en otage un certain nombre de personnalités, notamment le préfet Émile Bollaert, qui sera le successeur nominal de Jean Moulin comme délégué du général de Gaulle. Ils arrêtent le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon. Ils arrêtent le président de la Chambre de commerce, etc. Donc le préfet Bollaert, qui est captif, envoie Yves Farge à Clermont-Ferrand, où se trouve encore Pétain, qui a quitté Bordeaux mais qui n'est pas encore à Vichy. Donc il envoie Yves Farge à Clermont-Ferrand pour prévenir que les Allemands ne respectent pas les clauses de l'armistice, multiplient les empiètements, les vexations, les exactions, saisissent les stocks, pillent la ville, etc. Donc Farge se rend à Clermont-Ferrand. À la Villa Mechelin, on le met en présence de Pétain qui l'informe. Et Pétain, très passif, très pacifiste, très défaitiste, se contente de dire « Ah oui, c'est un peu embêtant. Et moi qui ai dit à Édouard Herriot qu'il pouvait retrouver sa ville tranquillement. » Mais évidemment, il ne fait rien. Alors, à sa sortie, raconte Farge, on lui demande ce qu'il a pensé du maréchal, et il aurait répondu « C'est un vieux con ». Bon, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit. Farge avait parfois tendance à affabuler un peu, mais il l'a probablement pensé. Bon, en tout cas, rentré à Lyon, Farge va entrer dans la résistance immédiatement, notamment grâce à son collègue du Progrès de Lyon, Georges Altman, ancien communiste et résistant convaincu. Dans leur bureau, au dernier étage donc, de la future FNAC de la place Bellecour, Farge et Altman vont recevoir très vite tout ce qu'on appelle la haute société résistante. Parce que Lyon est la capitale des mouvements, et c'est les journaux locaux ou les journaux qui sont repliés depuis Paris fourmillent de résistants.
Et tôt ou tard, tous les grands résistants pratiquement ont défilé dans le bureau de Farge et d'Altman. En plus, il y a 2 entrées au Progrès de Lyon, donc c'est pratique. Ils y sont vraiment tous passés. Raymond Aubrac en particulier, mais aussi Claude Bourdet, Georges Bidault, Jean-Pierre Lévy, fondateur de Francs-Tireurs, bien d'autres encore. Farge connaissait à peu près tout le monde et il faut dire qu'il était quand même, comme je vous l'ai dit, très rassembleur. Il va être un multi-appartenant. Les 2 mouvements auxquels il appartient, c'est Francs-Tireurs, comme Georges Altman, mais aussi le Front National, qui est à l'époque donc le satellite du Parti communiste, et que Farge va aider à fonder en zone sud. Les seuls dont Farge sont un peu éloignés, c'est Henri Freinet et Berthier Albrecht, les patrons de combat. Il faut dire que Freinet n'a pas un caractère facile et qu'il a du mal à se rallier au général de Gaulle. Par contre, Farge va très bien s'entendre dès début 1942 avec Jean Moulin. Dans ses mémoires après la guerre, Farge est un des premiers à souligner le rôle de Jean Moulin, qui était encore très peu connu des Français et qui le sera très peu avant sa panthéonisation de 1964. Farge avait vraiment le sentiment qu'avec Jean Moulin, on sort de l'amateurisme des débuts, on sort de l'inorganisation, on sort des tâtonnements, et il le reçoit vraiment très facilement comme un chef et un ami. Donc, depuis le Progrès de Lyon, Farge joue un rôle de premier plan dans la presse clandestine, c'est normal. Il va aider à fonder le bureau d'information voulu par Jean Moulin et qui va alimenter toute la presse clandestine. Il capte illégalement avec Altman les radios étrangères. Farge va aussi contribuer aux éditions de Minuit, la maison d'édition clandestine fondée par Vercors en 1942. En particulier, lorsque la flotte se saborde à Toulon le 27 novembre 1942, c'est l'anniversaire d'ailleurs aujourd'hui, Farge est envoyé par Georges Bidault et Jean Moulin faire un reportage avec Altman à Toulon. Donc il voit évidemment la ville en effervescence, les navires coulés, les marins acclamés par la foule, les officiers qui eux ont attendu le dernier moment pour s'aborder sont beaucoup plus compromis. Bon, Farge va en tirer un petit récit, Toulon, qui glorifie le peuple de Toulon et qui sera le 2e titre des éditions de Minuit. Le premier titre, comme chacun sait, c'est Le silence de la mer de Vercors. Le 2e, c'est Toulon, écrit par Yves Farge. Également, Farge va être un des principaux fondateurs du maquis du Vercors, puisque c'est lui que Pierre Dalloz vient voir à son bureau du Progrès de Lyon en janvier 1943 pour lui proposer le plan consistant à transformer le Vercors en forteresse naturelle, avec l'idée de mener, le jour d'un débarquement en Provence, des actions à revers sur les arrières de l'ennemi. Donc Farge propose le projet à Jean Moulin, qui envoie Daniel Cordier avec Yves Farge au Vercors pour voir si c'est sérieux. Vidal, chef de l'armée secrète, sera également convaincu. Et c'est là que naît le projet de Vercors forteresse. Mais parallèlement, avant même ce projet, le mouvement Francs-Tireurs, depuis Grenoble, avait déjà commencé à installer des réfractaires au travail obligatoire sur le Vercors. C'est l'autre Vercors qui n'avait pas forcément été prévu à Londres ni par Jean Moulin. Et c'est Farge qui va trouver les fonds indispensables pour que ces premiers réfractaires au STO, à la ferme d'Ambel et autres, puissent passer l'hiver et être ravitaillés. Donc Farge va être l'homme clé, qui est à la fois l'homme du Vercors créé par les mouvements, donc le Vercors des réfractaires au STO, et l'homme du Vercors, projet directement rattaché à Londres, projet de forteresse qui doit entrer en action donc le jour du débarquement. Et Farge va consacrer une bonne partie de son action à apporter au Vercors des armes, de l'argent, des radios, du ravitaillement, etc. En particulier, dans le premier semestre 1943, il se cache à Morette, dans un ancien presbytère. Là, on le voit avec en bras de chemise. La dame ici, tout à fait à droite, c'est sa femme, Jeanne Farge, que tout le monde appelle Fargette, lui le premier. À tel point d'ailleurs que ses amis ne savaient même plus quel était son prénom, ni si elle en avait un. Mais bon, sans Fargette, Farge n'aurait pas pu faire grand-chose sans doute. Mais le simple fait qu'il l'appelle comme ça en dit quand même long sur la condition féminine de l'époque. Bon, bref. En tout cas, voilà, depuis son refuge de Morette, Farge, qui n'est plus journaliste, puisque le Progrès de Lyon s'est sabordé à l'invasion de la zone sud, en novembre 1942, depuis son refuge de Morette, donc Farge va consacrer une bonne part de son énergie à fonder et alimenter le Vercors. En plus, il est un des 5 membres du comité militaire du Vercors. Et Farge, là encore, n'a aucune exclusive. Il n'hésite pas à recruter des officiers girodistes, donc quand même des anciens pétainistes, pour encadrer le Vercors. Bon, c'est lui qui fait le lien avec les chefs politiques qui sont, eux, des républicains farouches. Et malheureusement, donc, 27 mai 1943, un raid malheureux sur un dépôt d'essence permet aux occupants italiens du Dauphiné
de décapiter la direction politique du Vercors. La femme de Farge est arrêtée à Morette avec leur fils adoptif de 4 ans. Enfin, un peu plus, oui, à l'époque, il avait 8 ans. Oui. Bon. Fargette réussit à duper les Italiens, elle arrive à cacher à temps les cartes et l'argent, les cartes du maquis et l'argent qui lui est destiné. Et puis, heureusement pour elle, elle a affaire aux Italiens. Les Allemands l'auraient certainement torturée ou déportée, ou les deux. Et bon, les Italiens la relâchent au bout de quelques semaines. Évidemment, elle s'enfuit par le premier train pour retrouver Farge à Paris. Farge, à l'époque, donc, a dû sombrer dans la clandestinité. Heureusement pour lui, il ne sera jamais arrêté. On a cette photo très rare de Farge complètement grimé, donc plus de barbe, plus de moustache, chevelure complètement changée. On aurait du mal à le reconnaître, plus de lunettes non plus. Bon, c'est rarissime. Et bon, Farge va aussi devoir changer de pseudonyme. Il a eu plusieurs pseudonymes. Son plus important, c'est Bonaventure, peut-être par rapport à l'église Saint-Bonaventure de Lyon, je ne sais pas. Il s'est aussi appelé Bessonneau, peut-être les transports Bessonneau, je ne sais pas non plus. Pétrequin, je crois qu'il y a une rue Pétrequin à Lyon. Détail intéressant, il s'est aussi appelé une fois Lévy. Et alors, ça m'avait surpris, et c'est Charles Palan que Farge avait aidé à fonder le MRAP après la guerre, donc rescapé d'Auschwitz. Charles Palan qui avait entendu Farge expliquer après la guerre qu'il avait pris le pseudonyme de Lévy avec l'idée que s'il était arrêté, s'il passait pour un juif dissimulé, il pensait qu'il risquait moins que comme un résistant. Ça en dit aussi long sur les ignorances de l'époque. Évidemment, s'il avait été pris pour un juif, il n'aurait pas survécu, au contraire. Bon, il est certain qu'il n'aurait peut-être pas été torturé, contrairement à beaucoup de résistants, mais il aurait évidemment été exterminé dès son arrivée à Auschwitz. Bon, ça en dit long. Mais voilà, en tout cas, Farge est grillé, vous l'avez compris, par la répression italienne, donc il va à Paris. En plus, il apprend l'arrestation de Vidal d'Elestrin, l'arrestation de Jean Moulin, bon, il en est très affecté, mais il arrive à appliquer une idée posthume de Jean Moulin, créé en juillet 1944, le 14 juillet symboliquement, le comité d'action contre la déportation. Déjà en octobre 1942, quand il y a des grandes grèves contre le STO dans la région lyonnaise, Jean Moulin avait pensé confier à Yves Farge le soin de coordonner la lutte contre le STO. C'est-à-dire que Farge était accepté aussi bien par les mouvements de résistance que par le Parti communiste et que par les syndicats, alors que tout ce beau monde a beaucoup de mal à s'entendre d'ordinaire. Donc Farge aurait été l'homme idéal pour coordonner la lutte contre le STO, sauf que bon, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait en octobre 1942. Lorsque le CNR est fondé, Jean Moulin et surtout Pierre Kahn, le secrétaire général du Conseil national de la résistance, relance l'idée d'une commission spécialement consacrée à lutter contre le STO à l'échelle nationale, alors qu'il est quand même déjà parti des centaines de milliers de personnes. Et Farge va concrétiser l'idée. Le 14 juillet 1943, symboliquement, il fonde ce comité d'action contre la déportation, sous-entendu déportation des travailleurs. À l'époque, on ne pense pas à la déportation des juifs ni des résistants. Et c'est la première fois que dans un comité, on a à la fois des communistes, des compagnons de route, très nombreux, des non-communistes, et aussi bien des représentants des mouvements que des partis politiques et des syndicats. Donc c'est assez important. En plus, Yves Farge déclare qu'il n'obéira qu'au Conseil national de la résistance, et c'est important parce qu'après la mort de Jean Moulin, beaucoup de résistants veulent remettre en cause l'existence du CNR, au profit notamment d'un comité de coordination des mouvements, beaucoup plus indépendant de Londres, et Farge, en refusant d'obéir à quiconque d'autre qu'au Conseil national de la résistance, a quand même aidé à préserver l'œuvre de Jean Moulin. Et évidemment, le comité d'action contre la déportation a accompli une œuvre énorme, puisqu'il a industrialisé la production de faux papiers, il a développé les filières pour les maquis, il a coordonné la lutte des mouvements et autres contre le STO, il a financé généreusement, grâce à l'argent de Londres, tous les acteurs de la lutte contre le STO, il a ordonné des destructions de fichiers. Le plus bel exploit a été quand Léo Hamon, responsable des jeunes au sein du comité d'action contre la déportation, Léo Hamon, en février 1944, incendie les 200 000 fiches du recensement de la classe 1924 au commissariat général du STO qui se trouvait derrière l'école militaire, 3 places de Fontenoy. Donc 200 000 fiches brûlées d'un coup, c'est quand même un exploit. Et Farge réussissait à infiltrer même les ministères de Vichy. Le chef de cabinet du ministre en charge du STO travaillait pour Farge, par exemple, Pierre Cosmy. Bon. Donc voilà, Farge a quand même joué un rôle
dans l'effondrement des départs pour l'Allemagne. Et lui, ainsi que son bras droit, qu'il faudrait mentionner parce que c'était un autre oublié, Marc Laurent, Martel dans La Résistance, à 22 ans, était le bras droit de Farge et le responsable de l'industrialisation de la production de faux papiers. Et ensuite, à la libération de Lyon, il a été à 22 ans le responsable de l'ensemble des forces de l'ordre pour tout le Rhône-Alpes, ce qui n'était pas une mince affaire. Et puis justement, en avril 1944, Yves Farge est désigné comme commissaire de la République par son ami Michel Debré, chef de la commission Debré-Parodi-Lafont, chargé de désigner les commissaires de la République. Pourquoi ? Parce qu'il connaît bien le Rhône-Alpes, il est acceptable par tous les acteurs, il est parfaitement loyal au général de Gaulle, quelles que soient ses opinions par ailleurs. Donc début juin, Farge repart pour les régions lyonnaises, sous le pseudonyme cette fois de Grégoire, et tout ce qu'il a en poche, c'est 2 bouts de papier qui attestent qu'il est commissaire de la République. Il n'aura pratiquement jamais à les montrer. Alors l'été 1944 va être extrêmement chaud et dense dans tous les sens du terme. À plusieurs reprises, Farge va risquer l'arrestation par les Allemands, ou de se faire abattre quand il visite des maquis par des sentinelles trop méfiantes. Il va commanditer à certains endroits des actions militaires, à d'autres des sabotages. Il va être sur tous les fronts. Le 3 juillet 1944, il proclame la République dans le Vercors, très important. Malheureusement, moins de 3 semaines après, le 21 juillet, les Allemands, après avoir bombardé Vassy-en-Vercors le 14, prennent d'assaut le Vercors par les airs et par terre, et bon, on sait la suite. Le 14 juillet, Yves Farge célèbre ouvertement la fête nationale à Die, dans la Drôme, déjà libéré. On le voit ici sur la place centrale de Die, haranguer la foule, hein, c'est une photo rare, alors que la zone de Die est déjà libérée. Et dans ces zones déjà libérées, que ce soit à Die, dans l'Ain, en Savoie, etc., Farge est déjà au travail. Il nomme et il révoque des fonctionnaires, il destitue ou il nomme des municipalités, il abolit les lois et les décrets de Vichy, il veille scrupuleusement à ce que les tribunaux continuent à fonctionner, à ce que les services publics continuent à fonctionner, à ce que les zones soient correctement ravitaillées. Et Farge, qui passe pour quelqu'un de très rêveur, très romantique et autre, très romanesque en tout cas, c'est aussi un très bon organisateur. Hein. Quand il était président du comité d'action contre la déportation, déjà, il gérait des sommes énormes et toute une organisation de manière impeccable, comme les envoyés de Londres le reconnaissaient. Il était un véritable ministre du travail clandestin, on a pu dire. De même, comme commissaire de la République, dès l'été 1944, il est assez efficace. Hein. À Lyon même, Farge a un quartier général clandestin, 137 rue Bugeaud, escalier A, premier étage, si vous voulez y aller un jour, chez la femme du propriétaire du Progrès de Lyon, en fait, avec Fargette, avec sa secrétaire, Joseph Condamin, avec Marc Laurent, avec le futur directeur de cabinet, Roger Guibaud, eh bien Farge tient des réunions, reçoit les agents de liaison de tout le Rhône-Alpes, il envoie des ordres sur papier en tête du commissariat de la République et du gouvernement provisoire de la République française. Il se fait amener de gré ou de force des fonctionnaires de Vichy en leur expliquant que maintenant ils obéiront à ses instructions secrètes et à personne d'autre. Il suit toutes les opérations de près, etc. Et entre 2 discussions et 2 décisions, Farge et ses hôtes se restaurent dans une minuscule cuisine et mangent un morceau de saucisson ou boivent un café pendant avec revolver posé négligemment sur la table. Une des dernières grandes préoccupations de Farge, ça va être de sauver les plus de 800 détenus qui sont encore enfermés au Fort Montluc, puisque à partir de, comme partout en France, les Allemands massacrent par centaines leurs prisonniers politiques. Le 19 août, alors que les Alliés ont déjà débarqué en province le 15, Farge, qui se trouve en train d'assister au siège d'Annecy par les FFI, apprend qu'à Saint-Genis-la-Balle, il y a eu au moins 80 prisonniers de Montluc qui ont été massacrés par les Allemands. En fait, c'est 120, mais le chiffre a son importance. Farge doit alors envoyer, sous son vrai nom d'ailleurs, un ultimatum aux Allemands, co-signé par Maurice Bourgès-Monory, alias Polygone, délégué politique du général de Gaulle en zone sud, et par Jacques Maillet, délégué militaire en zone sud, où il explique très clairement on a des centaines de vos hommes qui sont prisonniers du maquis en Savoie. Si vous ne relâchez pas les prisonniers de Montluc, on sera obligé d'en faire fusiller autant que vous en avez fait fusiller à Saint-Genis-la-Balle. Donc Farge croyait qu'il y avait eu 80 morts, en fait c'était 120.
heureusement pour certains soldats allemands, l'ordre qu'il a envoyé en Savoie, lorsqu'il n'a pas eu en Haute-Savoie, quand il n'a pas eu de réponse à son ultimatum, ne parlait que de 80 prisonniers allemands, sinon il aurait dû en avoir 120. Alors c'est assez compliqué, puisque bon, suite aux troubles de l'époque, aux difficultés des liaisons et autres, il y a bien eu 80 prisonniers allemands fusillés, mais seulement début septembre. Mais Farges, comme les Allemands, ont cru que l'ordre avait été appliqué tout de suite. Si on ajoute à ça l'intervention de l'archevêque de Lyon, le fait que Montluc était pratiquement cerné par des groupes de FFI armés, que les Allemands étaient aux abois, qu'il y a eu des négociations diverses, bon. Le 24 août au soir, en tout cas, Montluc était libre, c'était l'essentiel. Et Farges continue à préparer la libération. Le 26 août, il date et fait imprimer une affiche célèbre annonçant la libération du Rhône-Alpes, qui n'est pourtant pas encore acquise. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le mot rentre dans le vocabulaire administratif pour ne plus en sortir jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que c'est lui qui a inventé l'expression, est-ce que c'est d'autres? Ça, je ne l'ai jamais su. Il fait aussi enregistrer à l'avance un message radio. Et enfin, il aurait bien voulu une insurrection de Lyon. Tout pacifiste qu'il soit, il est favorable à une action militaire de la résistance. Sauf que, même si des balles ont sifflé jusque sous ses fenêtres, même s'il y a eu des actions en banlieue, les résistants manquaient d'armes, manquaient d'hommes et surtout de coordination, avec les rivalités notamment entre communistes et non-communistes, ce qui fait que Lyon a été évacué sans vrai combat. Et je m'étais longtemps demandé pourquoi est-ce que Lyon n'avait jamais été compagnon de la libération, alors que c'était la capitale de la résistance. Finalement, je crois que la réponse est là. Parce qu'il n'y a pas eu de grande insurrection de Lyon libératrice, contrairement à Paris, contrairement à Grenoble, contrairement à Limoges n'est pas compagnon, mais bon. Le fait est en tout cas que ça a certainement joué un rôle décisif. En plus, depuis l'été 1943, le CNR et autres mouvements avaient transféré leur siège à Paris. Lyon était désormais beaucoup trop quadrillé et avec des gens de la Gestapo à chaque pont, il était évidemment impossible de ne pas se faire remarquer. Donc Farges accède ce 2 septembre 1944 aux lourdes charges de commissaire de la République. Ça ne l'empêchera pas de vivre toujours très simplement. À la préfecture, Farges refuse d'occuper l'appartement du préfet, même la chambre d'apparat. Il dort dans la chambre la plus simple. Les salons ne lui servent que lors des réceptions officielles, que ce soit celle de l'ambassadeur du Vatican, donc le nonce Monseigneur Roncalli, futur pape Jean XXIII, que ce soit les ambassadeurs britanniques ou américains, que ce soit les ministres, les chefs militaires. Bon. Farges se contente d'une nourriture frugale et son seul plaisir, c'est son inséparable pipe. Et il lui arrive de passer jour et nuit à travailler le plus sérieusement. Il faut dire que la tâche est énorme. Il a quand même 262 décrets et lois du général de Gaulle à faire appliquer, pour ne parler que de ceux qui ont été signés avant la libération. Donc il doit rétablir les libertés, nommer les préfets et les hauts fonctionnaires, rétablir l'économie et la sécurité, exercer le droit de grâce. Donc évidemment, Farges d'emblée va rétablir les libertés publiques, abolir la loi raciale et antimaçonnique. Sans attendre les instructions de Paris, Farges charge le professeur de droit Émile Thérouanne de restituer leurs biens aux Juifs. Farges a été un champion et un pionnier de la restitution des biens arianisés. Et c'est ensuite que le professeur Thérouanne va continuer ses fonctions à Paris. Mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné, même si les contemporains y accordaient moins d'importance que nous. De même, Farges, qui est journaliste quand même à la base, veille à la naissance d'une nouvelle presse. Il fait rédiger un mémorial de l'oppression. Et ce qui est plus problématique, c'est qu'il doit gérer une région qui a quand même beaucoup connu de concentration de maquis et de forces françaises de l'intérieur, prolongée par ce qu'on appelle les milices patriotiques à la Libération. Or, face aux troubles et aux événements révolutionnaires, Farges doit quand même faire respecter l'ordre. Comme il dit d'ailleurs à sa prise de fonction, la résistance est finie, ou plutôt l'insurrection est finie, pardon, la République commence. Ajoutez à ça que les Alpes sont quand même une ligne de front jusqu'en avril 1945, que la proximité de la Suisse a permis tous les trafics et les contrebandes, qu'il y a évidemment partout des destructions, de terribles problèmes de ravitaillement, et ajoutez à ça les problèmes naturels comme l'hiver 44-45 qui est très rude, ou la crue historique du Rhône. Donc c'est pas facile de gérer tout ça. Heureusement, Farges n'est pas complètement seul. Outre Fargette, il peut compter sur Marc Laurent, sur sa secrétaire Joseph Condamin, sur André Virel, un de ses bras droits, sur Prosper Grobert, un de ses chefs de cabinet, et puis sur d'autres préfets. Raoul Blanchard, dans l'Ain, fils d'instituteur et républicain, Robert Pisser en Ardèche, Pierre de Saint-Prix dans la Drôme, Albert Régnier dans l'Isère.
le professeur et scientifique clermontois Henri Longchambon, futur directeur du CNRS, chargé de la préfecture du Rhône au sens strict, et qui sera son successeur comme commissaire de la République. Et Farge a l'habitude de réunir ses préfets tous les mois, de les laisser s'exprimer, de confronter les expériences, puis ensuite de donner ses ordres. Et tout ancien artiste bohème qu'il soit, Farge prend les devoirs de sa charge avec beaucoup d'énergie. Il ne permet pas que ses préfets ou ses sous-préfets se permettent de le court-circuiter, d'écrire eux-mêmes au ministère de l'Intérieur ou de ne pas respecter ses ordres. Ajoutez à cela que Farge a quand même toujours de l'humour, puisque dans ses rapports au ministre de l'Intérieur, dont on a ici un extrait, il se permet quand même de décrire ses hauts fonctionnaires d'une manière un peu particulière. Raymond Bercier, secrétaire général de la préfecture de l'Isère. Fonctionnaire connaissant son métier, mais ne possédant pas des qualités morales à toute épreuve. A éloigné de la région en évitant de lui offrir une fonction dans laquelle il serait livré à lui-même. Très desservi par sa femme. Paul Lanquetin, fonctionnaire intelligent et élégant. N'a pas une conduite irréprochable. A éloigné de l'Isère en veillant à ce qu'il ne se trouve pas dans une situation, dans une ville possédant trop de boîtes de nuit ou dans une région dont le vin est de bonne qualité. Marcel Abel, chef adjoint de cabinet. Ponctuel, sérieux, manque d'initiative, esprit modeste. Georges Dupoisat à Nantua, éloigné de la région et de ses fonctionnaires qu'il ne faut pas laisser longtemps dans le même poste. Suffisamment opportuniste pour s'adapter promptement à toute nouvelle situation. Et le dernier, Fernand Rude, qui sera plus tard, en plus d'être sous-préfet de Vienne, ce sera plus tard l'historien de la libération du Rhône-Alpes. Très cultivé et forte personnalité. N'a pas encore tout à fait compris qu'un sous-préfet n'est pas un conseiller général. Prend souvent position avec une certaine passion. Monsieur Rude est cependant un homme de qualité qu'il faudrait rôder en lui imposant quelques déplacements, tout en veillant à lui assurer un avancement qu'il mérite. À côté de ça, Farge est très actif, même s'il se plaint qu'il y ait trop de fonctionnaires et que l'administration soit hypertrophiée comme toujours en France, il se mêle de toutes les questions et il va signer 1260 décrets en moins d'un an. Et il va même publier son propre journal officiel, c'est-à-dire qu'il y avait le journal officiel de la République française et à côté une section spéciale Rhône-Alpes. Ce qui n'empêche pas d'être loyal envers le pouvoir central, c'est un homme du général de Gaulle. Et comme j'ai dit, Farge est très soucieux de son autorité. Par exemple, dès le 3 septembre, quand le chef de la première division française libre qui a libéré Lyon, donc Diego Charles Brosset, proclame qu'il va rétablir l'ordre par ses propres moyens dans une ville en pleine ébullition, Farge a une engueulade homérique avec lui à l'hôtel de ville et lui fait comprendre « Vous n'assurerez la police que si moi, commissaire de la République, je vous en donne l'ordre ». D'ailleurs, Brosset finit par reconnaître que Farge a parfaitement raison. De même, par exemple, le 14 septembre, le général de Gaulle se rend à Lyon, donc pour la première fois, Farge le rencontre. Et à l'aérodrome de Bron, de Gaulle débarque. Alors qui est monsieur Farge? C'est moi. Quel est le programme? Les chefs des maquis vont vous accueillir, vous verrez les agents de liaison de la résistance, les jeunes, vous dînerez avec les résistants de la première heure et les autorités. Elles sont en prison, mon général. Alors la réplique est fameuse, mais en fait, le général de Gaulle, évidemment, ne demandait pas à voir les anciennes autorités de Vichy. Mais il semble avoir plutôt été amusé et autres. Et de Gaulle va ensuite se rendre à la préfecture et à l'hôtel de ville, en n'hésitant pas à aller à pied alors qu'il peut encore y avoir des tirs embusqués, mais en disant, vous savez, monsieur Farge, après les batailles, on ne tire que sur des fantômes, et le général de Gaulle n'est pas un fantôme. Et dans ses mémoires, où il est très content de l'accueil triomphal que lui ont réservé les Lyonnais, de Gaulle est plutôt satisfait, et il est plutôt assez amusé par Farge, puisqu'il écrit « Le commissaire de la République, Yves Farge, l'un des chefs de la résistance dans une région qui venait de s'y distinguer, était bien à son affaire. Imaginatif et ardent, il s'accommodait volontiers de ce que la situation avait de révolutionnaire, mais se gardait des actes extrêmes. Je lui prescrivis de les interdire aux autres. Je quittai Lyon, convaincu que le gouvernement, à condition de gouverner, y surmonterait les obstacles. Le fait est que Farge, donc encore une fois, a été toujours loyal et qu'effectivement, il va toujours chercher à assurer l'ordre. Dût-il s'opposer à d'anciens résistants? Alors que Farge a pourtant la résistance dans le sang. C'est quelqu'un qui a été amoureux de la résistance jusqu'à sa mort. À peine de Gaulle est-il parti de Lyon que, sans doute avec son autorisation verbale, Farge fait arrêter Romance Petit, le chef légendaire des maquis de l'Ain. Pourquoi? Parce que pendant l'été, quand vers le 30 juillet ou le 30 juin, on ne sait pas trop, Farge a visité Romance Petit, celui-ci l'a très mal accueilli. D'abord, Romance Petit prétend ne pas savoir qui est Farge. Il est bien le seul résistant à l'avoir prétendu.
Ensuite, Farge lui pose des questions. Qu'est-ce qui vous finance? Est-ce que vous n'avez pas tendance à obéir un peu trop à un envoyé anglais et non pas à l'état-major des FFI français de Londres? D'où viennent vos financements, etc. Je n'ai pas à vous répondre. J'ai à savoir, parce que je suis votre chef, je représente le pouvoir civil, et ben moi je représente ceux qui se font casser la gueule. Et c'est bizarre le nombre de chefs qui surgissent une fois que les combats sont finis. Bref, ça se passe très mal. Donc Farge n'apprécie pas du tout. Et puis il faut dire qu'en France, quel que soit le régime, insubordination du pouvoir militaire par rapport au pouvoir politique, ça passe très mal. Et en plus, Farge a l'impression que Romance Petit obéit beaucoup plus à un envoyé britannique, qu'il se hâtera de faire expulser en septembre 1944. Donc ça passe très mal. C'est pour ça que Romance Petit va se retrouver en forteresse pendant 38 jours. Bon, évidemment, ça choquera. De la même façon, quand par exemple les résistants de Grenoble refusent d'appliquer un décret sur le prix des journaux, Farge leur dit « vous obéissez ou je fais une intervention policière, voire armée contre vous ». Bon, ils préfèrent obéir. De même, par exemple, Farge ne va pas avoir d'état d'âme pour mettre au pas les bandes de vrais ou de faux FFI qui, il faut bien dire, se rendent très impopulaires parce qu'ils multiplient les réquisitions arbitraires, les arrestations arbitraires, voire les exactions, et que l'opinion publique est ulcérée par ces vrais ou faux FFI comme par des milices patriotiques. Donc quand on voit les rapports, Farge et Marc Laurent, son bras droit, ont vraiment des mots extrêmement sévères et ils vont mettre des mois à faire fermer les centres illégaux d'épuration, à dissoudre les milices patriotiques, les FFI indociles, etc. De même, les comités départementaux de la libération voulaient se fédérer pour mettre le commissaire de la République, voire le gouvernement provisoire, sous leur autorité. Par exemple, les comités départementaux de libération de Savoie refusent le préfet nommé par Farge et veulent nommer leur propre préfet. Alors Farge va devoir leur envoyer un véritable ultimatum en disant « c'est moi qui, au nom du général de Gaulle, nomme les préfets et personne d'autre ». Même chose dans la Drôme, quand Farge veut remplacer le préfet de la Drôme qui n'est pas à la hauteur, les résistants locaux se soulèvent pratiquement, Farge arrive à les apaiser, mais il fait bien comprendre, ce n'est pas à vous de désigner les autorités locales. De même, les comités départementaux de libération du Rhône-Alpes se réunissent d'abord à Visil, là où la Révolution française a commencé le 5 septembre 1944, puis à Valence le 22 septembre, puis à Avignon les 7-8 octobre au Palais des Papes, c'est 40 comités départementaux de la libération de zone sud qui se réunissent, avec l'idée de créer une sorte de pouvoir local qui va soumettre le général de Gaulle et les commissaires de la République à leur autorité, un peu le retour de la Gironde. Farge va faire échec à ce mouvement, parce que c'est l'intérêt de la France que le pouvoir central soit rétabli. Surtout que sinon, les Américains auraient un bon prétexte pour mettre la France sous tutelle. Donc Farge a été parfaitement loyal au gouvernement provisoire. De même qu'il va rétablir l'ordre, ce qui n'est pas facile, puisque Martel n'a que 9000 hommes pour 8 départements et 4 millions d'habitants. Imaginez la tâche. Donc Farge va condamner les tontes de femmes, condamner les dénonciations anonymes. Selon son discours fameux à Place Bellecour, quand il demandait des têtes, Robespierre ne se faisait pas appeler Arthur. Et parfois, il va devoir empêcher les exécutions sommaires, ce qui n'est pas facile, puisque le Rhône-Alpes est une des régions où il y en a eu le plus, parce que c'est aussi une région où il y a eu le plus de répression et de maquis, donc forcément le plus de vengeance. À Valence, lorsque Farge gracie un milicien dont le dossier est vide, le milicien et 6 autres sont extraits de la prison par la foule et lynchés en place publique, alors même que Farge se rend sur les lieux, donc son autorité est bafouée. Et le 4 décembre, Farge doit se rendre en vitesse à la prison Saint-Paul et empêcher son prédécesseur, le préfet vichiste Angély, d'être lynché par la foule, ainsi que l'intendant de police Cussonac. Bon, donc Cussonac sera fusillé quelques jours après, mais dans les règles, et Angély sera rejugé et finalement condamné à une peine beaucoup plus légère. Mais enfin, Farge a dû quand même lui faire un barrage de son corps, donc ça en dit long. Et pourtant, Farge n'est pas modéré en matière d'épuration, au sens où il ne cherche pas non plus à ce qu'il y ait de l'impunité. Dès qu'il a pris sa fonction, Farge fait arrêter un certain nombre de personnes, notamment il fait arrêter Charles Maurras, ainsi qu'à la famille Berlier. Farge aurait bien voulu que Pétain soit jugé à Lyon aussi. Il a de l'imagination jusqu'au bout, puisque Pétain rentre en France par la Suisse, en fait. Sa grande hantise, c'est qu'il a le droit de grâce, et que ça dépend de lui que les sentences des cours martiales régulières soient exécutées ou pas. Donc, lorsque les cours martiales sont supprimées dès le 6 octobre en Rhône-Alpes, 1944, 269 personnes condamnées à mort, 185 exécutées, dont 101 rien qu'en Haute-Savoie.
Et les 84 qui n'ont pas été exécutés, c'est parce que Farge a passé ses jours et ses nuits sur les dossiers, avec une angoisse incroyable. Quand le droit de grâce lui a été retiré, il a été soulagé. C'était la pire expérience de sa vie, et Raymond Aubrac témoignait que lui aussi, l'exercice du droit de grâce avait été une des pires choses de sa vie. Surtout que ne pas gracier quelqu'un, c'est prendre le risque qu'il soit lynché et d'autres avec lui. Bon. Et également, alors que les prisons se sont vite remplies à la libération, mais que n'importe qui arrête n'importe qui, n'importe comment et sur n'importe quel prétexte, Farge fait instituer très vite des commissions de criblage pour savoir si les prisonniers enfermés à Montluc et ailleurs le sont pour des bonnes raisons ou pas. Et il met en place les cours de justice et autres. Et quand même, globalement, dès l'automne 1944, il assure un véritable retour à la légalité. Et comme lui dira le président du Sénat, Jules Jeanneret, on connaît votre modération dans la fermeté. Une belle formule. Bon. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu 10 000 arrestations en Rhône-Alpes, rien qu'avant Noël 1944. Notez aussi que Farge s'occupe de l'épuration économique, lui qui n'a jamais trop aimé les grands patrons. Par exemple, allez savoir pourquoi, mais il a mis sous séquestre, pour collaboration avec l'ennemi, les ciments Lafarge. Donc il faut croire que c'est une manie. Bon, pas besoin de rappeler que Ciment Lafarge, actuellement, on en parle pour collaboration avec Daesh. Bon. Les usines Berlier vont être mis sous séquestre et même en partie en autogestion, avec un comité consultatif d'ouvriers, une université populaire ouvrière et autres. Ça va être une belle expérience, mais arrêtée dès 1949 par le Conseil d'État. Et puis enfin, Farge va lutter contre le marché noir, donc il a une sainte horreur, en n'hésitant pas notamment à faire des razzias le jour de Noël 1944 dans les grands restaurants qui regorgent de victuailles acquises au marché noir, et il les fait distribuer aux sans-abri, aux militaires blessés ou aux ouvriers qui réparent le pont Wilson. Comme dira la résistante Jeannette Colombel, témoin de la scène, il a été un Père Noël aux lunettes d'écaille et un véritable mandrin moderne. Même si le défaut de Farge, c'est que Farge adore ce genre de coups de com', comme on dirait aujourd'hui, qui permettent de réveiller un peu les consciences, mais qui ne règlent aucun problème de fond. Parce que 2 jours après, le marché noir, il continue. De même que lorsqu'il est ministre du ravitaillement, entre août 1946 et décembre 1946, quelle que soit sa bonne volonté, Farge va échouer parce que il ne suffit pas de lutter contre les scandales et contre le marché noir pour rétablir l'agriculture, le commerce, etc. Ajoutez enfin que la dernière grande œuvre de Farge, c'est l'œuvre des villages d'enfants. Il est très préoccupé du sort des enfants de déportés, de fusillés ou encore des villages sinistrés. Et à l'automne 1944, il crée les villages d'enfants et écoles de plein air. C'est-à-dire qu'il rassemble des centaines d'enfants pauvres ou dont les parents ont disparu pour fait de guerre, et il les fait installer dans plusieurs villages, à Dieu-le-Fit dans la Drôme, à Villard-de-Lans en Isère, et surtout à Megève. Megève qui est dénoncé de tous côtés comme le symbole du marché noir, parce que c'est les riches trafiquants et les profiteurs de guerre qui s'y rendent en loisir. Farge fait expulser tous les vacanciers et il donne les hôtels aux enfants, qui en plus retrouvent goût à la vie grâce à une bonne nourriture, à un air sain et à des méthodes pédagogiques parfaitement nouvelles. Et d'ailleurs, l'œuvre des villages d'enfants, elle existe encore. Elle a survécu liée au Parti communiste. Et c'est finalement une des rares œuvres de Farge qui est survécue jusqu'à nos jours. Bon, et enfin, au printemps 1945, Farge va gérer le retour des prisonniers, des STO, des déportés politiques, quitte à court-circuiter les services du ministre des prisonniers déportés réfugiés, Henri Freinet, avec qui il n'a jamais eu de très bonnes relations, et alors que, avec l'improvisation, les erreurs et autres, Farge tire régulièrement la sonnette d'alarme quant au fait que le rapatriement n'est pas vraiment préparé. Donc il essaiera de suppléer aux carences officielles. Et puis une fois que c'est fait, Farge aurait très bien pu continuer une carrière préfectorale ou même ministérielle. Il semble que le général de Gaulle ait sincèrement pensé à lui comme ministre de l'Intérieur possible. Sauf que le 16 mai 1945, peu après la victoire, une manifestation syndicaliste envahit la préfecture du Rhône, jusque dans le bureau de Farge, pour demander des hausses de salaire et autres. Et Farge apaise les manifestants, mais évidemment, ce manquement à l'autorité de l'État fait que le général de Gaulle ne peut plus le nommer ministre, quels que soient ses services par ailleurs. Et puis à l'été 1945, Farge, qui ne se sent pas continuer une carrière de préfet, et qui veut se présenter aux élections législatives, démissionne de son commissariat de la République, démission acceptée par le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, qui lui adresse une lettre à la fois officielle et personnelle de félicitations. Et, chose très rare, le général de Gaulle lui-même le remercie par écrit le 1er septembre 1945. Je cite « Mon cher Farge, je sais que vous avez l'intention d'être candidat aux élections pour la prochaine constituante. Vous connaissant, je crois que vous y jouerez un rôle important et qui sera, en outre, hautement utile si vous savez subordonner toute considération à l'intérêt de notre bonne et chère France.
Je vous remercie de ce que vous avez fait de bien comme commissaire de la République à Lyon, dans des circonstances magnifiques à certains égards, très difficiles à d'autres, et en tout cas extraordinaires. Veuillez croire, mon cher Farge, à mes sentiments amicalement dévoués, Charles de Gaulle. Un compliment assez rare, surtout quand on sait que le général de Gaulle n'était pas du genre à s'épancher en effusion ou en remerciements. Et le 17 novembre 1945, le général fait Farge compagnon de la Libération sans aucun problème, sur avis très favorable du ministre de l'Intérieur. Par ailleurs, donc, dans le deuxième semestre 1946, Farge est ministre du ravitaillement, ne serait-ce que parce que c'est un indépendant, donc ça tombe bien, la tâche est très impopulaire. Mais en dénonçant des scandales réels ou parfois imaginaires, il faut bien le dire, Farge a été un des seuls ministres du ravitaillement, peut-être même le seul, plus populaire à sa sortie de fonction qu'à son entrée, même s'il a échoué à le vaincre. Et puis enfin, déçu par la 4e République et toujours compagnon de route du Parti communiste, Farge, qui n'a jamais été élu finalement député, il ne sera jamais un tribun révolutionnaire finalement d'Assemblée, Farge fonde en février 1948 ce qui va devenir le mouvement de la paix français. Au départ, c'est une association qui s'appelle les Combattants de la Liberté et qui est un syndicat d'anciens résistants, en fait. Parce que Farge est très déçu de ce qui lui semble être les abandons de valeurs de la résistance. Il est très déçu qu'avec la guerre froide, l'unité de la résistance explose, puisque les communistes sont chassés du gouvernement, que les ouvriers sont réprimés pendant les grandes grèves de 47-48. Farge est également très déçu par la rupture de l'alliance entre les Occidentaux et l'URSS. Et il se place quand même plutôt du côté de l'URSS, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc au départ, c'est un syndicat d'anciens résistants qui doivent défendre l'unité et les valeurs de la résistance, les combattants de la liberté, et qui doivent également défendre les résistants qui sont traînés en justice pour des faits relatifs à des actes de résistance. Sauf que très vite, courant 48-49, les combattants de la liberté deviennent les combattants de la paix et de la liberté, puis finalement ils deviennent le mouvement de la paix français, qui est subordonné à un mouvement de la paix mondiale, qui est en fait de notoriété publique lié au Parti communiste et à l'Union soviétique. Donc Farge va être le président fondateur du mouvement de la paix français, avec Frédéric Joliot-Curie, qui lui est le président fondateur du mouvement de la paix mondial. Et bon, ça va donner à Farge une audience internationale. Il va rencontrer tous les grands écrivains, compagnons de route ou communistes du monde, Jorge Amado du Brésil, Ilya Ehrenburg du RSS, Nazım Hikmet de Turquie, etc. Il va aller dans le monde entier à différents congrès, en Pologne, en Angleterre et en URSS, etc. Il va se rendre en Grèce auprès des partisans grecs écrasés par les monarcho-fascistes et en compagnie de Paul Éluard. Il va évidemment connaître Picasso qui dessine chaque année une colombe de la paix pour le mouvement de la paix, etc. Bon. Et ça va lui valoir sa récompense la plus discutable, le prix Staline de la paix, fin 1952. Bon. Farge, comme beaucoup de Français et de compagnons de route, a partagé évidemment les aveuglements sur l'Union soviétique. Il a toujours tenu les États-Unis pour seul responsable de la tension internationale et il a quand même été, il faut bien le dire, aveugle sur l'expansionnisme et le totalitarisme régnant en Europe de l'Est. Mais pour lui, de toute façon, si on voulait garder la paix, il fallait forcément une entente avec les pays de l'Est et avec le mouvement de la paix qui pouvait l'assurer. Puis même si Farge n'était pas communiste, il voyait aussi dans l'Union soviétique et dans le mouvement communiste l'allié de la France contre l'Allemagne, alors qu'il voyait dans l'OTAN une machine de guerre qui en plus allait réintégrer l'Allemagne et donc une armée allemande. Ça lui faisait évidemment horreur. Et puis Farge avait quand même été envoyé par le gouvernement français assister au fameux essai nucléaire de Bikini en 1946. Évidemment, avoir vu cette première explosion nucléaire publique, ça l'a traumatisé à vie. En disant, mais s'il y a une guerre nucléaire, la France sera la première à y passer et le monde ne survivra pas. Donc, peu importe les moyens. D'où l'appel de Stockholm notamment. Même si Farge, par exemple, a été quand même intérieurement choqué, sans trop le dire, par les procès en sorcellerie intentés notamment à son ami, Charles Tillon, qui avait eu l'idée des combattants de la liberté, ou encore par l'exclusion des titistes, comme on les appelait, notamment ceux de la revue Esprit. Mais donc, fin 1952, Farge, qui malgré tout tait ses doutes en public, et a même réussi à rallier Jean-Paul Sartre au mouvement de la paix. Farge est quand même récompensé d'être resté loyal. Il faut dire aussi qu'en 1952, Farge a fini par croire à la propagande chinoise qui assurait que les Américains, pendant la guerre de Corée, faisaient de la guerre bactériologique. C'est-à-dire qu'ils avaient déclenché des épidémies de choléra et autres par des bombardements bactériologiques. Alors même que toute personne avec un minimum de culture scientifique sait qu'il est scientifiquement impossible de déclencher une épidémie.
Bon, mais Farge saisit de doute et qui n'arrive pas à croire que ses amis de Chine, d'ailleurs, peuvent lui mentir, va être un des premiers Français à se rendre en République populaire de Chine, qui ne date que de 1949. Il va rencontrer le Premier ministre Chou En-lai, il va apercevoir Mao au loin. Il va se rendre en Corée du Nord, où il va rencontrer le grand-père de Kim Jong-un, voilà, qui lui présente d'ailleurs ses jeunes enfants, hein, puisque le fondateur de la dynastie, Kim Il-sung, était un des plus jeunes chefs d'État du monde à l'époque. Il n'avait qu'à peine 40 ans. C'est d'ailleurs une jeunesse qui a séduit Farge, qui parle comme ça de, de Kim Il-sung avec beaucoup d'éloges et autres, sans savoir évidemment qu'il va avoir affaire au fondateur d'une dynastie totalitaire particulièrement terrible, et un partisan de la bombe atomique, évidemment. Mais donc Farge a gobé un peu tout ce qu'on lui a montré en Corée du Nord et en Chine, et il a fait un livre là-dessus qui, évidemment, aujourd'hui, paraît bien gênant. Et en mars 1953, Farge se rend à Moscou pour les obsèques de Staline, place Rouge. Il y retourne 15 jours plus tard pour recevoir son prix Staline de la paix au Kremlin. Et ensuite, il veut se rendre en Géorgie, la patrie de Staline. Aussi parce que la Géorgie, très belle région paraît-il, lui rappelle sa Provence natale. Et ce qui va lui coûter la vie. Alors qu'il visite le 30 mars Gori, ville natale de Staline, il s'attarde un peu avec Fargette dans la ville. Ils doivent revenir à Tbilissi, capitale de la Géorgie, en voiture. Farge cède sa place à l'arrière à quelqu'un qui doit revenir avec eux. Il s'installe à l'avant, à côté du chauffeur, pour pouvoir faire une petite sieste pour récupérer avant la réception du soir. Et sur la route montagneuse qui conduit à Tbilissi, un camion stationne tout feu éteint. Le chauffeur percute. Farge, qui dort, n'a pas pu avoir le réflexe, ne serait-ce que de se protéger, sans doute le visage avec les bras. Et sous le choc, sa tête est défoncée et il va mourir quelques heures après d'une hémorragie cérébrale. Alors que les 3 autres passagers, dont sa femme, ont été finalement indemnes. Alors, il y a eu toutes sortes de rumeurs après, comme quoi il a été liquidé par le KGB, mais ça ne tient pas la route. Hein. Bon, d'abord, il n'y avait aucune raison, aucun mobile. Et puis surtout, si vous voulez tuer quelqu'un, il y a quand même des moyens plus simples. Hein. Alors, faire exprès, il aurait fallu que le chauffeur soit du KGB, qui devine que Farge allait s'asseoir à côté de lui, qu'il était convenu qu'un camion stationnerait ici, qu'il ait fait exprès de le percuter. Enfin bon, ça ne tient pas debout, évidemment. Et donc, Farge va être inhumé auprès de sa tante à Nice, où il repose toujours. Sa veuve lui a survécu jusqu'en 1996 et leur fils est malheureusement mort d'un accident lui-même en 1981. Et dernier détail, donc, à son décès, ses amis du mouvement de la paix, comme Emmanuel Dastier de la Vigerie et d'autres, lui rendent hommage au Père-Lachaise avant qu'il soit conduit à Nice. Et un de ses amis, l'abbé Boulier, un prêtre résistant, fait remarquer dans son discours que si les compagnons de la Libération, Farge, n'a pas la Légion d'honneur. Je cite, « De la résistance, Farge n'a voulu connaître que la beauté du sacrifice. À sa mort, nous nous sommes aperçus avec stupeur qu'il n'avait pas la Légion d'honneur. Le dossier était dans ses papiers, tout prêt. Il ne manquait que sa signature. Il ne voulut jamais la donner. Il n'avait qu'à se baisser. Farge ne s'est jamais baissé. Il sort de la lutte politique sans une atteinte à son honneur. Qu'il me pardonne car il sourirait à me l'entendre dire. Farge, c'était un chevalier. » Voilà, qu'il nous pardonne aussi, mais il méritait effectivement d'être redécouvert par ailleurs. Et je vous remercie sur ce de votre attention et j'attends vos éventuelles questions. Alors merci pour cette tenue du temps. Ah. Si, ça marche ? Non. Ça fait 2 fois en 24 heures. Je remercie notre... Ouais. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. Si, ça marche ? Ouais. Donc, merci pour votre exposé très structuré et qui fait pile 1 heure. On reconnaît les pros. Puis merci pour ce parcours de la vie d'Yves Farge. Alors, est-ce qu'on attaque tout de suite la mémoire ou l'absence de mémoire de ce grand homme, ou est-ce qu'on prend d'abord des questions ? Mais enfin, il va quand même falloir en parler. Moi, c'est une question que j'avais quand il était ministre du gouvernement provisoire. Il a eu affaire
à une affaire, ce qu'on appelait le scandale des vins. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ça? Parce qu'apparemment, ça a été une opération assez importante dans la vie politique française. Il n'était pas mêlé directement, mais il avait ses services qui ont peut-être trempé dedans, non? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Alors oui, Farge s'est rendu célèbre, lui qui avait horreur de la corruption, par ses pamphlets contre la corruption et parce qu'il a dénoncé un certain nombre de scandales. Le problème est que souvent, il dénonçait d'abord et réfléchissait ensuite. C'est-à-dire que beaucoup d'accusations, il les lançait un peu trop à la légère, ce qui embarrassait ses collègues de gouvernement et ce qui faisait finalement rire la presse. Sans compter que Farge ne saisissait pas forcément que c'est parce qu'il y avait pénurie qu'il y avait ensuite toutes sortes de trafics, et c'est pas parce qu'il y avait des trafics qu'il y avait pénurie. Bon, ça c'était le premier problème. Dans le cas du scandale des vins, personne n'a jamais douté de la bonne foi de Farge. Hein. Il ne dénonçait pas des gens par hasard, ni pour son intérêt politique ou personnel. Et effectivement, il a sincèrement cru que Félix Gouin, qui était quand même le successeur du général de Gaulle à la tête du gouvernement provisoire, qui était l'ancien chef quand même de l'Assemblée consultative provisoire à Alger puis à Paris, il a sincèrement cru que Félix Gouin avait protégé des hommes compromis. Puisque tout commence lorsque Farge licencie un ancien résistant, député maire de Béziers d'ailleurs, Malafosse, qui avait été nommé responsable du service des boissons, c'est-à-dire quand même l'alimentation en vin et autres. Farge avait trouvé son service extrêmement mal géré, ce qui est sans doute vrai. Enfin, comment voulez-vous gérer quoi que ce soit correctement à la Libération, puisque les fonctionnaires vichistes compétents et expérimentés, on les a virés ou mis au placard, et que le pays entier est dans le chaos, et qu'il ne suffit pas d'être un bon résistant pour être un bon gestionnaire d'un ministère, d'une administration ou autre. Hein. Bon. Donc Farge a parfois sans doute confondu malversation avec le fait, avec mauvaise gestion. Bon. En tout cas, Malafosse avait appris son licenciement dans la presse. Il demande à Gouin d'intervenir auprès de Farge pour que Farge lui concède une entrevue de résistant à résistant. L'entrevue dure 10 minutes où Farge regarde à peine Malafosse, paraît-il, et ça ne change rien. Puis ensuite, Farge finit par penser que Malafosse a caché des choses et que Gouin doit être un complice. Puis il y a d'autres anecdotes qui s'y ajoutent. Et donc, il y aurait eu un détournement de vin d'Algérie destiné à la métropole vers la Suisse. À partir de là, le scandale éclate. Et ça va sans doute compter à Félix Gouin la présidence de la République. Il aurait pu être le premier président de la 4e République et le premier président socialiste de l'histoire de France. Déjà qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Et il est vrai que Gouin dira que la fonction l'intéressait finalement pas tant que ça, mais il n'empêche, c'est aussi parce qu'il a dû être mis sur la touche par ses propres camarades et que sa carrière ne s'en remettra en fait jamais de ce scandale. D'autant que certains l'ont sincèrement cru coupable. Finalement, même si Farge a gagné le procès en diffamation que lui avait intenté Gouin, il a perdu les suivants et la commission d'enquête parlementaire en 1953 a montré qu'il n'y avait sans doute même pas eu scandale, ou en tout cas que rien ne pouvait être prouvé, et qu'il y a eu erreur de gestion et autres, mais que rien ne prouvait que Gouin soit compromis, ni même qu'il y ait eu scandale. Et bon, c'est un peu malheureux, parce que finalement, Farge, qui était sincèrement hostile à toute forme de corruption, son seul vrai succès a été de briser la carrière de quelqu'un qui était innocent. Et c'est quand même assez dommage. Mais ça, la bonne foi parfois ne suffit pas, malheureusement. Oui, j'ai écouté avec grand intérêt tous les détails que vous avez donnés. Il se trouve que, adolescent, j'ai connu Yves Farge pendant des étés qui passaient dans une maison en Provence entre Apt et Beaunieu, dans le hameau des Tourettes. Et j'ai le souvenir de grandes tablées où on refaisait le monde et où j'ai retrouvé les caractères que vous avez cités. Monsieur a connu Farge durant les étés du côté d'Apt. Je suis très heureux de... Et nous avons connu Fargette jusqu'à son décès. Et je pense qu'elle a été toujours très proche d'Yves Farge, parce qu'elle nous a raconté à plusieurs reprises les épisodes de la résistance que vous avez cités.
Merci beaucoup. Je suis évidemment très heureux de rencontrer des personnes qui ont connu Farge directement. C'est toujours une grande émotion. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je m'étais rendu aux Tourettes et j'avais donc rencontré les propriétaires actuels qui m'avaient fait visiter aussi bien l'intérieur que l'extérieur. C'était évidemment une grande émotion et j'ai retrouvé les descriptions que Claude Morgan, ami du Farge, avait laissées dans la seule biographie qui existait de lui à ce moment-là, un an après la mort de Farge. Effectivement, il est vrai que Farge, même quand il était en vacances, était extraordinairement accueillant à Montjustin et que il recevait non seulement ses amis du Progrès de Lyon, ses amis résistants, ses amis artistes, en plus Charles Vildra qui était un voisin par exemple. Quand il a été purgé par le Parti communiste, Charles Tillon s'est également réfugié à Montjustin, il y est resté plus d'une dizaine d'années, isolé loin de tous, mais enfin au moins libre. Et c'est vrai qu'il est très émouvant là-bas de trouver les souvenirs concrets du Farge. Et j'y étais allé en 2007 pour rencontrer Serge Furiot, cousin de Jean Giono, peintre décédé centenaire quelques années après, mais bon, j'avais intérêt à me dépêcher quand même, et qui m'avait montré le chevalet qu'il avait hérité du Farge. Farge avait dit que s'il lui avait quelque chose, il fallait le laisser à Serge Furiot, qui a peint jusqu'au début du XXIe siècle. Le dernier service que Farge a pu rendre à quelqu'un, et vraiment, il savait rendre service même au-delà de sa mort. C'est assez extraordinaire. Mais il est certain que sur place, oui, cela fait du bien de sentir un peu de son âme quelque part, une grande âme. Merci pour votre exposé qui a bien montré la complexité des tâches auxquelles a dû faire face Yves Farge et la manière dont il s'en est très bien tiré. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les relations qu'il a pu avoir avec le maire provisoire de Lyon, Justin Godard, et puis ensuite avec le retour d'Édouard Herriot, si vous avez des éléments sur ces relations qu'il a eues avec ces deux hommes qui ont pris en charge la mairie de Lyon au moment de la Libération? Justin Godard, Farge l'a connu évidemment comme maire provisoire de Lyon, puisqu'Édouard Herriot était retenu en Allemagne. Et donc, Farge l'a connu à ce moment-là. Je ne sais pas quelle relation particulière ils ont pu avoir. En tout cas, Justin Godard a ensuite participé au mouvement de la paix. Il en était un des dirigeants. Et bon, il faut dire que l'homme est à la fois pacifiste, profondément républicain, juste de nation. Donc, Farge l'a recroisé au mouvement de la paix. Mais bon, je crois qu'il y a un témoignage de Justin Godard au sujet de Farge dans la biographie qu'a écrit Claude Morgan en 1954. Mais bon, ça, je ne me souviens pas des détails particuliers que donne Justin Godard. En tout cas, ils avaient des bonnes relations. Alors que quand Édouard Herriot revient en mai 1945, Yves Farge en a une impression très mitigée. Il le dépeint dans un entretien qu'il donne un an après au comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Yves Farge dépeint Édouard Herriot comme vaniteux, prétentieux, se plaignant un peu trop facilement en oubliant ce qu'ont subi les vrais résistants. Bon. Donc Farge n'avait pas une très bonne impression sur Édouard Herriot. Mais il n'en a pas trop fait état ensuite en public parce que Édouard Herriot, en plus d'être le maire historique de Lyon, bien qu'il soit lui-même simplement du parti radical, Herriot est quand même un vieil ami de l'URSS. C'est quelqu'un c'est quand même l'artisan de la reconnaissance diplomatique de l'URSS en 1924 par la France. Et c'est quand même quelqu'un qui, jusqu'à sa mort, a souhaité de bonnes relations franco-soviétiques. C'est pour ça qu'au mouvement de la paix, Farge était obligé de faire plutôt l'éloge d'Herriot. En tout cas, de s'abstenir de toute critique à son égard. Voilà. Mais il est certain que Farge, la quantité de personnages historiques et souvent très attachants qu'il a pu croiser, reste absolument impressionnante. Après sa mort ? À Félix Gouin. Oui, Farge, il n'a jamais été question que ce soit président de la République. Hein. Alors, oui, bon. Déjà, donc, fin 46, effectivement, Farge quitte le ministère du Ravitaillement. Bon. Et ensuite, évidemment, un compagnon du groupe du Parti communiste, il était impossible de le voir revenir au gouvernement. Et en plus, c'est un indépendant. Il n'est plus membre d'aucun parti après la Libération. Il ne revient pas au Parti socialiste. Donc d'ailleurs, il n'a jamais été un véritable dirigeant. C'est-à-dire qu'avant la guerre, Farge ne prend jamais la parole à un congrès du Parti socialiste, par exemple. Sauf une fois et encore très brièvement. Farge n'a jamais été un apparatchik. Il n'a jamais non plus été candidat à la députation ou autre avant la guerre. Bon.
Et c'est pour ça qu'il va se replier sur le mouvement de la paix, où, comme je l'ai dit, les présidents fondateurs du mouvement de la paix, ce qui est quand même en France, c'est quand même une sacrée fonction, puisque il va aller de congrès en congrès, il va animer un mouvement qui lance quand même des pétitions de masse, notamment l'appel de Stockholm. Mais il y a eu d'autres pétitions, la lettre au président Truman contre l'entrée de la France dans l'OTAN, le référendum informel sur la paix qui aurait eu 8 millions de participants, ainsi de suite. Il va, comme Farge voit le mouvement de la paix comme la continuation de la résistance. C'est-à-dire que Farge voit les États-Unis comme les successeurs du Troisième Reich, ce qui est évidemment très violent. Il voit les gouvernements atlantistes comme des sortes de successeurs des collabos, même quand ce sont des gouvernements qui comptent pas mal de résistants, dont parfois d'anciens amis. Et il voit l'OTAN comme une sorte de continuation de la Wehrmacht et autres, parce qu'il lui prête des attentions bien plus agressives que la réalité. Et il continue à voir l'URSS comme le pays de Stalingrad. Donc pour lui, le mouvement de la paix, c'est la continuation de la résistance par d'autres moyens, quitte à faire des amalgames évidemment assez gênants entre les partisans de l'intégration atlantiste et les SS et les collabos. D'ailleurs, parfois, Farge n'hésite pas à faire des pèlerinages avec d'autres à Oradour-sur-Glane, au Vercors et autres, en soulignant implicitement des parallèles avec la situation présente. Bon, qui évidemment paraissent un peu abusives avec le recul. Enfin, à l'époque, de toute façon, chacun est persuadé que le camp adverse, c'est la continuation de l'hitlérisme. Bon, ça n'a pas beaucoup changé quelque part. Et donc, Farge va évidemment devoir subir par moments certaines répressions, c'est-à-dire qu'il y a quand même des manifestations du mouvement de la paix qui sortent à la police. Il y a des manifestations qui sont interdites. Il y a des congrès qui sont interdits de se tenir, par exemple en Angleterre. Le Conseil mondial de la paix, en 1951, est expulsé de Paris. De même que Farge est parfois mis en examen pour lutte contre la guerre d'Indochine, par exemple. Il a été une fois condamné pour diffusion de fausses nouvelles apparemment liées à la lutte anticoloniale. Parce que Farge va aussi prendre la défense, par exemple, des députés de Madagascar qui ont été arrêtés arbitrairement après la répression de 1947. Bon. Il va prendre la défense des Noirs américains aussi. C'est un antiraciste profond, Farge. Et de même que Farge a rendu hommage par une nouvelle aux tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés aux abords de Lyon en juin 1940. Bon. Et également en 1952, quand la communauté européenne de défense est mise en place, enfin, quand les accords d'une communauté européenne de défense sont mis en place à la demande française, même si la France finalement ne ratifiera jamais la communauté européenne de défense, mais ça Farge ne peut pas le savoir, Farge fait un nouveau coup de com'. Il porte plainte avec d'autres contre le président de la République et le président du Conseil pour haute trahison, en disant il réarme l'Allemagne, avec qui nous sommes encore en état de guerre théorique, donc ce sont des traîtres à la nation, donc je porte plainte. Évidemment, c'est lui qui se fait inculper pour outrage à magistrat. Mais ça tombe bien, parce que de toute façon, il veut un procès qui pourra lui servir de tribune. Donc parfois, il y a quand même des sanctions et autres. Et également, alors que Farge se trouve en Chine et en Corée du Nord, il y a la fameuse manifestation Ridgway. C'est-à-dire que, sous l'accusation complètement fausse de guerre bactériologique, le général Ridgway, qui a quitté son poste de commandant en chef en Corée pour prendre la tête des troupes de l'OTAN en Europe, va être accueilli à Paris par des manifestations d'une extrême violence, qui ont duré 2 jours et qui vont quand même faire 2 morts. Et des centaines de blessés, aussi bien parmi les manifestants communistes et autres, que parmi les forces de l'ordre. Sachant qu'il faut bien comprendre, les manifestants sont ouvertement allés à la manifestation en cherchant la bagarre, c'est clair. Ils avaient amené par exemple des pancartes de tôle, des bâtons et autres, ils cherchaient la bagarre et ils l'ont eu. Puisqu'en 1952, le Parti communiste est excédé par le fait qu'il n'a obtenu aucun succès depuis le début de la guerre froide, qu'électoralement, il est en train de se tasser, notamment parce que son électorat en a assez de la lutte pour la paix qui finit par faire oublier la lutte pour les salaires, pour les conditions de vie et de travail, etc. Et il y avait donc eu une sorte de radicalisation. Et le fait qu'arrive un général accusé à tort ou à raison de guerre bactériologique, ça suffit à être le prétexte à une explosion complète. Donc 2 jours de bagarre en plein Paris, avec quand même 2 morts et des centaines de blessés. Le Parti communiste est perquisitionné, le mouvement de la paix est perquisitionné. Et la seule chose qui sauve un petit peu le mouvement, c'est que la fameuse affaire des pigeons, le député communiste Jacques Duclos est arrêté au mépris de l'immunité parlementaire. Et dans son coffre, on trouve 2 pigeons qu'il voulait sans doute faire rôtir, et on l'accuse d'avoir possédé des pigeons voyageurs en communication avec Moscou. Bon, évidemment, le ridicule ne tue pas, mais enfin bon, ça a en tout cas sans doute sauvé un peu la mise du Parti communiste et du mouvement de la paix. Mais il n'empêche que le fait que le mouvement de la paix soit officiellement à l'origine de cette manifestation a quand même
joué dans un certain discrédit qui s'est abattu sur lui ensuite. Mais la répression a quand même fait basculer Jean-Paul Sartre du côté du mouvement de la paix. Sartre n'était pas communiste, loin de là, il ne l'a jamais été d'ailleurs, mais contrairement à ce qu'on croit, Sartre n'est pas proche du Parti communiste au lendemain de la guerre. Il ne devient qu'en 1952, c'est-à-dire assez tardivement, et parce qu'il est choqué par la répression qui accompagne la manifestation Ridgway. Et notamment parce que la rencontre de Farge va être décisive pour le faire basculer de ce côté-là. Et d'ailleurs, Farge, qui à son retour de Chine est quand même atterré, même s'il ne le dit pas en public, par cette manifestation de violence sectaire, Farge va obtenir, avec d'autres, le désaveu de cette ligne sectaire du printemps 52 qui a quand même conduit à une bagarre pure et simple, et qui a aussi conduit à la disparition de son propre journal. C'est-à-dire que Farge, depuis 1949, avait reçu la direction d'un journal fondé par la Résistance, qui s'appelait Action, tout simplement, qui était devenu l'organe du mouvement de la paix. Or, le problème, c'est qu'Action n'était pas rentable, premièrement, et que, deuxièmement, Farge n'était quand même pas jugé assez docile par le Parti communiste. Donc, on profite de ce que Farge est au loin en Chine et en Corée du Nord, et hop, on torpille le journal qui disparaît. Évidemment, Farge, à son retour, n'a pas dû être content. Enfin, il s'est abstenu de le lire en public. Donc, il a été blessé à la fois de cette suppression du journal Action et qui était aussi sur une ligne quand même nettement moins sectaire que le reste du Parti communiste, qui n'était pas dans le jdanovisme culturel et autres. Et il a été sans doute choqué de la manifestation Ridgway, même si, bon, par solidarité avec les réprimés, il n'a rien dit. Mais il a obtenu que fin 52, on revienne à une ligne beaucoup plus modérée, beaucoup plus ouverte. Ça correspondait plus à son tempérament qui était d'embrasser tout le monde. Et c'est pour ça que Farge amène Jean-Paul Sartre à Vienne, en Autriche, puisqu'en zone soviétique, à Vienne, se tient fin 52 le grand congrès des peuples pour la paix, où là, on évite d'attaquer les États-Unis, on est sur une ligne, on tend la main à tout le monde, aux chrétiens, aux gaullistes patriotes qui sont hostiles au réarmement allemand, on tend la main à tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et on évite les allusions au communisme, etc. Bref, on ratisse large, et on commence à parler, ce qui était la nouvelle ligne soviétique d'ailleurs, de coexistence pacifique. Ce qui sera ensuite repris après la mort de Staline par Khrouchtchev, et sans doute plus sincèrement que Staline lui-même. Donc voilà, c'est aussi pour ça que Farge obtient le prix Staline de la paix, à la fois sans doute pour son reportage en Chine et en Corée, mais aussi parce que ça permettait de confirmer une nouvelle ligne beaucoup plus modérée, beaucoup plus ouverte, et qui a triomphé après la mort de Farge. Puis après la mort de Farge, le mouvement de la paix a eu beaucoup moins d'importance, tout simplement parce que la tension internationale a beaucoup baissé après la mort de Staline. Et puis par ailleurs, en 1956, c'est la révélation par Khrouchtchev d'une partie des crimes de Staline. Énormément de personnalités quittent le mouvement de la paix et le Parti communiste, ou les deux à la fois. Aimé Césaire, par exemple, est parti. Claude Morgan, biographe d'Yves Farge, a claqué la porte à ce moment-là. Et je n'ai aucun doute qu'Yves aurait fait la même chose. Enfin, il n'aurait peut-être pas quitté le mouvement de la paix, mais il aurait très certainement regretté ses aveuglements antérieurs sur le stalinisme. Ça ne fait à peu près aucun doute. Mais voilà, malheureusement, il a été foudroyé beaucoup trop tôt. Merci beaucoup pour toutes ces informations très complètes. Merci pour toutes ces informations très complètes. Dans le carnet d'un commissaire de la République, rebelle, soldat et citoyen, Yves Farge parle très largement de ses difficultés au moment de l'épuration et la façon dont il a été confronté à l'épuration sauvage et à d'anciens camarades qui, trouvant peut-être que c'était pas assez rapide, ont fait eux-mêmes justice dans des officines multiples qui étaient tant tenues par des personnes liées à l'armée secrète que par des FTP. Comment comprendre un petit peu la façon dont il a pu tenir et ce qu'il a pu faire là-dessus? Est-ce que vous avez eu accès à des archives particulières? Parce qu'il y avait la cour martiale, il y avait la cour de justice, il avait nommé lui-même les juges. C'était des juges qui étaient d'anciens résistants. On était quand même dans une justice un petit peu intermédiaire. C'était un peu particulier. Est-ce que vous avez eu accès à des archives ou des observations sur ces questions? Oui, c'est assez facile. Elles sont disponibles à tout le monde.
aux archives départementales, la série des 3W, et on a les transcriptions des procès, puis on a toutes les correspondances de Farge et autres sur ces questions. Et il n'y a pas seulement eu les tonnes de femmes, il n'y a pas seulement eu les exécutions sommaires ou les cours martiales, qui elles sont régulières par contre. Vous avez également une épidémie d'attentats à l'explosif, comme d'ailleurs dans toute la France. Ça continue même après le départ de Farge. Jusqu'à début 1946 au moins, il y a régulièrement des attentats à l'explosif, souvent commis par d'anciens résistants que personne n'a envie, ni le courage ni l'envie de dénoncer. Et on fait sauter les portes des domiciles ou des magasins des anciens collaborateurs, réels ou présumés. Et c'est vraiment épidémique. Et d'ailleurs, à l'échelle française, on trouve encore des attentats en 47, 48 et 49, notamment pendant les grandes grèves. Quand vous avez tout un peuple qui a été habitué pendant 4 ans à l'idée que la violence illégale était légitime, puisqu'elle était dirigée contre Vichy et les Allemands, c'est très difficile de s'en départir. Comme le marché noir, pendant l'occupation, tout le monde se nourrit au marché noir. Il faut bien vivre. Arriver après la libération à se dire que maintenant le marché noir ce n'est plus bien, ça va être extrêmement difficile. Donc il va falloir des années pour qu'on arrête de penser en France que tous les coups sont permis contre l'adversaire. Et ça va continuer en partie pendant la guerre froide. Tous les coups sont permis, puisqu'après tout, pour les gaullistes, les communistes sont finalement les successeurs des nazis et au service d'une puissance étrangère. Pour les communistes, les gaullistes sont des fascistes et donc tous les coups sont permis aussi. Pour ceux qui ne sont ni gaullistes ni communistes, le général de Gaulle est un apprenti dictateur et autant une menace pour la République que les communistes. Et ça permet, si vous ajoutez à ça la guerre d'Algérie, comme avant la guerre d'Indochine, on peut comprendre effectivement que jusqu'aux années 50, 60, 70 parfois, beaucoup de personnages qui avaient connu la résistance pensaient que toutes les méthodes, légales ou illégales, étaient permises. Quand on prend le SAC, le service d'action civique, l'espèce de milice gaulliste, on peut dire effectivement que c'était des gens qui étaient persuadés qui avaient été persuadés par la résistance, par la guerre d'Algérie, que tout était licite pour sauver la République et la France, y compris en temps de paix et en temps de démocratie. Donc pas étonnant que Farge lui-même, en 1945, ait eu beaucoup de problèmes pour essayer de faire rentrer dans le rang des gens qui étaient parfois d'anciens amis, d'anciens résistants, mais il détestait aussi les faux résistants ou les résistants de septembre. Mais c'est vrai que quand on consulte les archives du commissariat de la République, alors certes, Farge en veut évidemment à ces milices patriotiques et à ces bandes qui sont une autorité concurrente pour lui, mais c'est aussi qu'il y a vraiment des récits où on a vraiment l'impression que des énergumènes qui mettent le pays à feu et à sang, ou à sac en tout cas. Et que de tous côtés, il y a des gens, y compris des communistes, qui se plaignent des milices patriotiques, qui se plaignent des FFI, qui se plaignent des réquisitions arbitraires, des arrestations arbitraires, des exactions, etc. Et que finalement, c'est aussi d'en bas que vient la demande qu'on rétablisse l'ordre et qu'on arrête d'avoir ce chaos où n'importe qui contrôle n'importe qui arrête, n'importe qui réquisitionne, etc. Finalement, la nette majorité de la population souhaitait un retour à l'ordre et ne voyait pas les milices patriotiques et autres comme une sorte de ferment révolutionnaire, mais comme des excités, des énergumènes qui empêchaient le retour à la normale. Et là-dessus, Farge a appliqué ce qui était finalement le vœu de beaucoup de gens, y compris très à gauche. Mais c'est vrai que parfois, quand on lit les récits et les descriptions qu'il donne, si ça ne donnait pas d'un résistant irréprochable, ça rappelle les pires textes que les collabos et les nostalgiques de Vichy ont pu écrire après la guerre sur les résistants. Bonsoir. Je voudrais que vous précisiez... Donc, sa formation, c'est journaliste, c'est ça, Oui. Bon. Donc, je voudrais que vous précisiez ses débuts dans la résistance. Vous avez dit qu'en 1940, si j'ai bien compris, donc, il rencontre Pétain à Clermont-Ferrand. Bon. Et après, il rentre à Lyon. Et là, vous avez parlé de franc-tireur et du Front National. Il fait partie de franc-tireur ou du Front National ou des deux? Des deux à la fois. Ah bon? Oui, ça existe, la multi-appartenance dans la résistance à tous les niveaux. Mais Farge, de toute façon, était considéré par tout le monde comme une sorte d'indépendant qui n'était réductible à aucun mouvement. C'est pour ça que Jean Moulin, comme son successeur Claude Bouchiné-Serolle, lui ont confié la tâche d'unifier la lutte contre le STO, parce qu'à leurs yeux, Farge non seulement était loyal à De Gaulle et au CNR, mais il était aussi un indépendant pris en dehors des mouvements, mais capable d'être accepté par tous les mouvements, mais aussi par les syndicalistes et par les partis politiques. Parce que je rappelle que les mouvements de résistance, dans l'ensemble, méprisent les partis politiques
qu'il voudrait ne pas voir ressusciter et qu'il voudrait, les mouvements de résistance voudraient remplacer les partis politiques à la Libération. Donc évidemment, il s'oppose à l'entrée des partis politiques au Conseil national de la résistance. Et ce qui est moins connu, c'est que les mouvements de résistance méprisent également les organisations syndicales, qu'ils considèrent comme des organisations bureaucratiques qui ont également conduit la France à sa perte et à la défaite de 40. C'est pour ça que les syndicats, les mouvements auraient bien voulu ou se les subordonner ou les voir disparaître, quitte à être remplacés par d'autres organisations après la guerre, mais c'est un autre problème. Et c'est pour ça que Farge, lui, il est acceptable par les trois types d'organisations résistantes à la fois. Et parce qu'également, même s'il est membre du Front National et de Francs-Tireurs, tout le monde sait bien qu'il n'est pas réductible à ces mouvements. Et quand j'ai demandé à Maurice Rigel-Valrimont, dernier survivant du comité d'action contre la déportation, des précisions sur le fait que Farge était un compagnon de route, il m'avait dit, Farge, vous savez, était capable d'être quelqu'un d'assez manœuvrier quelque part, et une chose était sûre, c'est que les manœuvres en question, telles que j'ai pu constater, ça n'allait pas dans le sens de la mise en valeur du Parti communiste, ça allait surtout dans le sens de la mise en valeur d'Yves Farge. Ah bon. Mais c'est vrai que Farge, à côté de ça, qui n'était pas du genre à exclure qui que ce soit, a accueilli tout le monde au sein du comité d'action contre la déportation. Il y avait des marxistes comme Louis Saillant qui représentait la CGT. Il y avait Henri Roltangui qui représentait les francs-tireurs et partisans. C'est la première fois que les FTP était représenté dans une commission du CNR. Pierre Villon qui a été certainement le plus intelligent et le plus efficace des résistants communistes, même s'il est lui aussi très oublié. Principal rédacteur du programme du CNR quand même, excusez du peu. Et membre du bureau permanent. Pierre Villon qui lui représente le Front National, même s'il est communiste avant tout, Pierre Villon dira que Farge a été le seul à accepter de le financer. Alors que Jean Moulin se méfiait du Front National en disant ce n'est qu'un faux-né du Parti communiste et ça permet au Parti communiste d'avoir 2 voix au lieu d'une dans les organisations résistantes. Moulin n'aurait pas financé le Front National, lui, mais Farge l'a fait sans hésiter, alors que les autres organisations de la résistance s'en abstenaient. De même, Léo Hamon, qui a été gaulliste de gauche après la guerre, était à l'époque plutôt partisan d'une entente avec le Parti communiste, ainsi de suite. Voilà, il y avait le docteur Descons et sa femme Paulette, trésorière du comité d'action contre la déportation, étaient également communistes. On pourrait continuer comme ça longtemps. Mais n'empêche que Farge n'était pas forcément, était très loin d'être un homme du Parti communiste à tous les égards, puisqu'il n'hésitait pas des fois à se heurter à lui, et que par exemple, lorsque au printemps 1944, il était question de constituer le comité départemental de la libération pour le département de l'Isère, pendant la fameuse réunion qu'on appelle la réunion Monaco, Farge a protesté contre le fait qu'il y avait trop de communistes dans le comité départemental de libération et que non seulement ça nuisait à l'unité de la résistance, à la représentativité du comité départemental de libération de l'Isère, mais il ajoutait aussi que ça risquait d'attirer une réaction américaine parce que si la moindre preuve que la résistance était un faux-né du Parti communiste et que le gouvernement provisoire était incapable de la contrôler et de faire en sorte que tous les résistants soient représentés, ça pouvait attirer des ennuis au gouvernement provisoire et aller jusqu'à la mise en cause de sa reconnaissance. Je rappelle que le gouvernement provisoire du général de Gaulle n'est reconnu par les Alliés que 2 mois après la libération de Paris quand même. Même si, ils n'ont jamais envisagé de ne pas le reconnaître. Enfin, il a quand même fallu du temps. Donc Farge là-dessus a quand même veillé à ce que, communisme ou pas, l'intérêt du gouvernement provisoire, qui était celui de la France, soit respecté. Donc voilà, là-dessus, Farge a vraiment toujours été un homme d'unité, ça ne fait aucun doute, et avec une capacité incroyable d'être en contact avec tout le monde à la fois. Et ça, pratiquement aucun autre résistant ne l'a autant eu. Et 137 rue Bugeaud, c'était une permanence, 137 rue Bugeaud, c'était une permanence de francs-tireurs, c'est ça? Je n'ai pas compris, pardon. Vous avez parlé du 137 rue Bugeaud. Oui. C'était une permanence de francs-tireurs, un secrétariat de francs-tireurs. Alors, à la base de 137 rue Bugeaud, c'était un appartement prêté par Hélène Brémond, donc, qui était la femme du propriétaire du Progrès de Lyon. Oui, oui. Je ne sais pas si elle-même était liée à francs-tireurs, mais ce n'est pas impossible, je n'ai jamais trouvé de détails à ce sujet. Ah oui, donc c'était des réunions à partir de Madame Brémond, donc la directrice du projet. D'accord, oui. Intéressant à savoir, merci beaucoup. Ajouter à ça que Farge, dans la résistance avec Georges Altman, a également, parmi les... Il a pas mal collaboré à la presse clandestine, mais il a aussi avec Georges Altman, rédigé un journal qui a eu beaucoup de succès, qui a été cité par la BBC, c'était Le Père Duchesne, résurrection du fameux journal de la Révolution française, toujours la Révolution française.
Et Farge aurait voulu que ça soit imprimé par Franc-Tireur, je crois, mais finalement, Londres a demandé, je crois, que le journal soit publié de manière indépendante. Voilà. Mais effectivement, il y avait quand même des contacts avec Franc-Tireur à l'occasion. Ah oui, oui, alors la mémoire ou absence de mémoire d'Yves Farge, ben, comme avait dit Farge lors du procès que lui avait intenté Félix Gouin, je suis seul, pauvre et indépendant, et je commence à penser que c'est une force. Il exagérait d'ailleurs un peu, il n'était pas si seul que ça, il était très populaire, et il avait quand même derrière le soutien du Parti communiste et des compagnons de route, ce qui n'était pas rien, et puis pas que de cela. Mais l'inconvénient quand on est individualiste, quand on est seul et indépendant, ben, c'est qu'après, il n'y a pas forcément quelqu'un pour porter votre mémoire. Il faut une organisation, un parti politique ou autre, ou une association pour porter votre mémoire. Alors le mouvement de la paix aurait pu le faire. Mais le mouvement de la paix, au bout de quelques années, a oublié Yves Farge au profit de Frédéric Joliot-Curie. Il faut dire que Frédéric Joliot-Curie, il a quand même un capital symbolique plus élevé. Il est quand même prix Nobel de chimie. Il est président du mouvement mondial. C'est quand même bon pour l'orgueil national. Alors que Farge est le président du mouvement français. Joliot-Curie a aussi été toujours un peu plus docile, sans doute qu'Yves Farge. Et puis enfin, il était membre du Parti communiste, ce qui comptait. Et ce qui fait qu'Yves Farge a été quelque peu oublié et que lorsque je suis entré en contact avec le mouvement de la paix il y a une dizaine d'années, c'est là que pour les 60 ans du mouvement en 2008, sa mémoire a été un petit peu réactivée et que son portrait a retrouvé sa place à côté de celui de Joliot-Curie au siège actuel du mouvement de la paix à Saint-Ouen, puisqu'avec les villages d'enfants, le mouvement de la paix est le seul héritage d'Yves Farge encore existant. Et à ce moment-là, il faut dire aussi que si on regarde la toponymie, il n'y a pas tellement de rues ou de boulevards consacrés à Yves Farge. Bon, certes, Lyon lui en a consacré un. Et encore, il a été inauguré qu'en 1957 et élargi en 1975. Il faut dire aussi que Louis Pradel avait été dans la Résistance et qu'il avait brièvement connu Farge à la Libération. Je crois même que Louis Pradel a été un des membres des commissions de criblage qui étaient chargées de faire le tri des personnes arrêtées à l'épuration, mais je ne suis plus tout à fait sûr. En tout cas, voilà, il n'a pas fait de problème pour qu'un boulevard soit consacré à Yves Farge. Il y a une rue dans sa ville natale de Salon-de-Provence. Il n'y a rien à Paris. Et toutes les autres rues Yves Farge, c'est d'anciennes municipalités communistes qui ont donné ce nom à sa mort à un compagnon de route. À Bègle, par exemple, qui a longtemps été le bastion du Parti communiste en Gironde, avant de devenir la ville de Noël-ma-mère, vous avez encore un bloc de HLM Yves Farge. Vous avez des rues Yves Farge à Argenteuil, à Hayange, qui était un ancien chef communiste, et dans plusieurs villes de la banlieue parisienne et parfois lyonnaise, je crois aussi. Mais en dehors de ça, les autres villes n'ont pas pensé à honorer quelqu'un qui a quand même été un des plus grands résistants de France. Et il avait beau avoir beaucoup d'amis, ça ne remplaçait pas une organisation. Chaque ami avait sa vision fragmentaire de Yves Farge et parlait de lui dans ses mémoires ou autres, mais après, il n'y avait pas quelqu'un à faire la synthèse. En plus, ajouter à ça que sa famille est éteinte, que ses archives personnelles sont introuvables, et donc pas de quoi porter son nom suffisamment, et que son fils était apolitique de toute façon. Et enfin, comment dirais-je, l'autre problème était qu'il était compagnon de route sans doute. Et puis, pourtant, c'est quelqu'un qui avait changé la vie de beaucoup de ceux qu'il avait rencontrés, puisque si Daniel Cordier était ici, il pourrait encore vous dire comment la rencontre de personnes comme Yves Farge a quand même beaucoup joué dans sa conversion au républicanisme, puisque Daniel Cordier, comme chacun sait, est monarchiste en 1940, que la rencontre de Jean Moulin et d'autres résistants, puis auparavant d'autres Français libres, l'ont quand même fait évoluer, et que rencontrer des gens comme Yves Farge, ça a quand même joué dans sa conversion à la République. Puisqu'après la guerre, Daniel Cordier devient un homme de gauche non marxiste. Et voilà, dans le téléfilm qui a été adapté des mémoires de Daniel Cordier alias Caracalla, c'est la seule fois où on voit Yves Farge apparaître à l'écran avec, joué par un acteur de la Comédie Française. Et voilà, Farge conduit Daniel Cordier au Vercors, et tout en lui racontant un peu sa vie et sa jeunesse pauvre, même si je crois que Farge a un peu exagéré la pauvreté de sa jeunesse. Mais enfin bon, peu importe. Voilà. En tout cas, malheureusement, le fait qu'il soit question de Farge ici et là ne remplace pas une bonne synthèse et une bonne politique mémorielle. Cela dit, au-delà du Farge, de combien de résistants les Français connaissent-ils aussi le nom ? De façon générale, en dehors de Jean Moulin et de Raymond et Lucie Aubrac, qui n'ont été connus d'ailleurs qu'à partir des années 80 pour ces deux derniers,
globalement, les Français ne connaissent pas le nom des organisations de résistance et ils ne connaissent pas le nom des grands Français libres et des grands résistants de l'intérieur, sauf rares exceptions. Combien de gens savaient qui était Pierre Brossolette avant sa pontonisation en 2015 et combien ne l'ont pas encore oublié immédiatement après, ainsi de suite. Donc là-dessus, l'oubli de Farge, aussi scandaleux soit-il, n'est malheureusement pas si exceptionnel que ça non plus. Pourquoi ce livre par le musée de la résistance de l'Isère? Moi, je l'aurais commandé, justement. Tout simplement parce qu'aucun éditeur national n'était intéressé par une vie d'Yves-Farge. C'était pas assez rentable. Quelqu'un qui est pas assez connu, on ne veut pas prendre le risque de publier une biographie chez Perrin ou autre qui ne sera publiée qu'à 50 ou 100 exemplaires. C'est malheureux mais significatif. Et heureusement qu'il y a un bon Dieu pour les historiens, puisque au moment où je désespérais de pouvoir publier cette biographie à laquelle je pensais depuis des années, j'ai été contacté par Olivier Valade, historien et neveu de Raymond Aubrac, qui me disait que le musée de la résistance de l'Isère, à Grenoble, faisait une collection sur des grandes figures ayant marqué la résistance de l'Isère. Mais bon, Farge, évidemment, a eu aussi une action nationale, puis à la fin planétaire. Mais bon, il est indéniable qu'il a été grenoblois quelques années, qu'il a marqué le Vercors et autres. Et que comme commissaire de la République, l'Isère est évidemment de sa responsabilité. Donc évidemment, Olivier Valade m'avait contacté parce qu'il avait vu que j'avais fait des interventions en colloque sur Yves-Farge. Je lui ai proposé à ce moment-là qu'on écrive ensemble le livre, et puis finalement, il a été très gentil. Il a carrément, en accord avec la responsable du musée, dit que bon, comme j'ai travaillé dessus depuis bien avant lui-même, autant que je l'écrive tout seul. Ça a été bien sympathique de sa part. Il a écrit notre biographie à la place. Et finalement, donc, ce livre a vu le jour. Mais évidemment, je me suis tenu au format de la collection, c'est-à-dire pas plus de 100 000 caractères. Alors, j'aurais pu facilement faire 10 fois plus. Et pas de notes de bas de page et des illustrations, etc. Et 6 chapitres maximum. Voilà, donc je me suis tenu à ce format en attendant qu'un jour une autre maison d'édition veuille une version intégrale pour laquelle j'ai pas mal d'informations. Mais il a fallu évidemment synthétiser beaucoup. Mais enfin, pour la première fois depuis 1954, il y avait une vie d'Yves-Farge. Et pour la première fois, il y a une biographie qui, quand même, est scientifique, je crois bien. Est-ce qu'on sait s'il s'est exprimé sur l'affaire de Caluire? Est-ce qu'il s'est exprimé sur l'affaire de Caluire, c'est-à-dire de l'arrestation de Jean Moulin dans la maison du docteur Dugoujon? Ah oui, non seulement il s'est exprimé dessus, mais il a même été un des premiers. C'est-à-dire que donc Farge est à Paris le 21 juin au moment de Caluire. Et très vite, je rappelle que dès les heures qui suivent Caluire, et dès les jours suivants bien sûr, le nom de René Hardy circule déjà comme le traître. Et Farge dit bien dans son mémoire, sur le bord d'un trottoir à Saint-Germain-des-Prés, nous avons condamné à mort le traître. Évidemment, on sait comment René Hardy a été protégé par ses camarades de combat et a échappé à une liquidation sommaire possible. À la Libération, Marc Laurent, alias Martel, trouve dans les archives allemandes le fameux rapport Flora. Le rapport où nommément René Hardy est désigné comme l'homme qui a permis la rafle de Caluire. Sauf que comme vous savez, au premier procès, l'avocat a joué habilement en disant « vous n'allez quand même pas faire confiance à un rapport allemand ». Il y avait aussi un deuxième rapport, le rapport d'Ickelten-Brunner, mais ça, il a été retrouvé dans les archives allemandes, loin de Lyon. Vous n'allez quand même pas faire confiance à 2 rapports allemands plutôt qu'à la parole d'un résistant. Ce qui évidemment fait rire de nos jours. La Gestapo ne va pas s'amuser à écrire n'importe quoi dans un rapport interne dont l'un en plus peut être lu par Hitler en personne. Mais ça a marché. Puis ensuite, comme vous savez, fait nouveau, on découvre une preuve écrite que René Hardy a été arrêté une première fois par Klaus Barbie et qu'il a caché son arrestation à ses propres camarades. Donc il est rejugé et il n'a quitté qu'à la minorité de faveur. C'est-à-dire que la majorité du jury vote sa culpabilité, mais il aurait fallu une voix de plus. Et on sait comment René Hardy s'en est sorti, encore que il n'a plus été ensuite que l'ombre de lui-même, et ses anciens camarades l'ont tous renié en disant, coupable ou pas, on n'en est pas tous sûrs, mais une chose est certaine, il nous a menti sur sa première arrestation, et ça justifie à soi seul qu'au cas où on le croise, on ne lui serre pas la main. Le fait est qu'il a quand même traîné Caluire comme un boulet jusqu'à la fin de ses jours. De ce point de vue-là, on peut peut-être considérer que quelque part, il a bien été puni. Mais Farge n'a pas eu de doute sur sa culpabilité. Et c'est lui d'ailleurs qui a donné le rapport Flora, ou une copie à Daniel Cordier, donc dès l'automne 1944. Donc voilà, il ne faut pas croire qu'on ait attendu des dizaines d'années, ni même les procès de la Libération de 48-49, pour soupçonner René Hardy. Il a vraiment été soupçonné dès le début et il faut dire qu'il y avait quand même largement de quoi. Et aujourd'hui, la plupart des historiens n'ont plus le moindre doute sur sa culpabilité,
Même si ce n'est pas un traître classique, hein. René Hardy n'est pas le genre de personne qui va balancer tous ses camarades, tout son réseau et tout son mouvement. Bon, voilà, dès qu'il a pu, il a échappé à Klaus Barbie, il est allé au Maquis puis à Alger. Bon, mais enfin, entre-temps, le mal était fait. Malheureusement, il a cru jouer au plus malin avec Klaus Barbie et malheureusement, les dégâts ont été irréparables. Bertolt Albrecht et la résistance de mes mères et tantes. Est-ce que Sphère vous dit quelque chose? Le colonel Fourcault, est-ce que cela vous dit quelque chose ou pas? Fourcault était le responsable de la Drôme, l'Isère et la Savoie. Alors, je n'ai pas dû croiser beaucoup son nom, en tout cas ça ne me dit rien. Il faut dire aussi que Farges, entre fin mai 1943 et juin 1944, n'est plus en Rhône-Alpes, donc la gestion des FFI locaux ne le regarde pas trop. Il a surtout été proche ensuite, à l'été 1944, de quelqu'un comme Alban Bistel, par exemple. D'ailleurs, Alban Bistel a toujours garanti que, je parlais tout à l'heure du conflit avec Romance Petit, avec qui, là, c'est sûr que Farges a connu le clash d'emblée. Alban Bistel a toujours assuré, après la guerre, que c'est lui qui avait demandé à Romance Petit d'assurer provisoirement les fonctions de préfet, puisque Romance Petit gérait quand même, à l'été 1944, plusieurs centaines de kilomètres carrés qui étaient déjà libérés. Or, Farges, lui, a toujours été convaincu que Romance Petit avait voulu usurper les fonctions de préfet, ce qui est déjà grave, et en plus de la part d'un militaire, je le redis, un militaire qui s'occupe de fonctions civiles, sous la République, c'est déjà inacceptable, et c'est inacceptable sous tout régime en France. Même Napoléon et Louis XIV séparaient le politique du militaire. Hein. Bon, alors est-ce qu'Alban Bistel a dit la vérité? Toujours est-il que jamais on a pu trouver que Alban Bistel avait, dit-il, promis à Romance Petit qu'il avait retiré Farges, que provisoirement il lui avait confié les fonctions de préfet. Apparemment, Farges n'a pas dû être mis au courant. Quant au chef FFI d'autres départements, j'ai très peu trouvé de traces d'eux dans les archives du commissariat de la République. Il ne semble pas avoir eu beaucoup de rapports avec Yves Farges, mais il est certain qu'en Savoie, Farges n'a pas trop apprécié l'indiscipline des FFI et le fait que les comités départementaux de libération aient ensuite voulu nommer eux-mêmes les préfets. Et en Ardèche aussi. En Ardèche, l'Ardèche, dès juin 1944, il y a des actions des FFI, notamment des FFI communistes, pour libérer la préfecture de l'Ardèche, Privas. Et à la Libération, l'un des chefs communistes, donc Jacques de Sonny, s'autoproclame préfet. Bah, là aussi, il va falloir que Farges, en octobre 44, remette les choses au point. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, cet avis du commissaire de la République retrouvé dans les archives, qu'en octobre dernier, j'ai demandé à M. Robert Pisser, alors sous-préfet à Die, où j'avais pu remarquer dans le combat son esprit de promptitude et ses qualités d'organisateur, d'occuper le fauteuil de la préfecture de Privas. Le département de l'Ardèche était alors en plein désordre. Les FFI étaient les maîtres. On tiraillait à tout bout de champ. La mitraillette était l'argument de dernier ressort. La Banque de France venait d'être pillée. Il rappelle que Farges est quand même un résistant de la première heure, convaincu, un révolutionnaire en principe. Alors si lui écrit ça, imaginez ce que pouvaient écrire des nostalgiques de Vichy. Hein. Bon, ou des gens neutres. Monsieur Robert Pisser fut brutalement éconduit par le préfet nommé entre guillemets par le comité de la Libération, c'est-à-dire Jacques de Sonny, en fait, donc communiste et chef FTP. Il tint bon et gagna la partie. Cet homme jeune a su s'imposer et rétablir l'ordre avec une autorité exceptionnelle. Il ne faudra jamais oublier ce rôle que M. Robert Pisser a joué dans un département de France qui fut pays de grand maquis pour le rétablissement de la légalité républicaine. M. Robert Pisser administre son département avec beaucoup de doigté. C'est un des préfets qui a obtenu de ses paysans le meilleur rendement pour la collecte. Bon, ça veut donc dire effectivement beaucoup de choses. Et pour la suite, donc non, je n'ai pas trouvé de traces de rapport avec ce chef résistant particulier, mais il est certain que Farges tenait quand même à la résistance, mais il tenait aussi au retour de la légalité républicaine, quitte à continuer la résistance par d'autres moyens, mais ce sera finalement par le mouvement de la paix. C'est tout de même plus pacifique à bien des égards. Le capitaine Jean Bull, Pardon ? Le capitaine Jean Bull, qui était le chef d'Albertville pour la résistance, pour essayer de bloquer surtout les Allemands, pouvoir les garder un peu dans le coin, c'était avoir des petits groupes qui permettaient de maintenir ces miliciens
pour qu'il ne fasse pas d'autres exactions. Et donc, ce qu'il a fait là, le capitaine Jean Bull, malheureusement, je ne sais pas si vous connaissez sa fin. Malheureusement, non. Donc, c'était le chef, il était à Albertville, donc avec une réunion avec la milice. Et en sortant de la réunion, ils l'ont tiré dans le dos. Je vois. Union, ça vous dit quelque chose? Alors, il faudrait relire les souvenirs qui sont quand même assez touffus de Farge, donc, qui s'appelle Rebelle, soldats et citoyens, où Farge décrit beaucoup des actions qu'il a menées ou supervisées à l'été 44. Il parle également de la Savoie à certains moments. Il est possible que ce nom soit cité à un moment ou l'autre. Donc, dans Rebelle, soldats et citoyens, il faudrait voir aussi la biographie de Claude Morgan, donc, qu'on peut trouver d'occasion sur Internet, qui s'appelle donc Yves Farge, tout simplement. Les éditeurs français réunis 1954, il est possible que Claude Morgan cite ce personnage à un moment. Mais bon, quand Farge passait en Savoie, c'était seulement quelques jours. Et puis ensuite, il allait vraiment d'un point à l'autre de toute la région. Il ne pouvait pas tout superviser. Et ceux qui l'accompagnaient, c'est surtout Jacques Maillet, c'était certains agents gaullistes de premier plan. Voilà, il planait quand même dans des sphères assez élevées, il faut bien dire. Le lieutenant Morel. Pardon ? Le lieutenant Morel. Le chef des Glières. Voilà. Alors ça, je suis à peu près sûr que Farge ne l'a jamais croisé. Parce que Tom Morel il était d'abord à Aix-en-Provence pendant les débuts de l'occupation. Et la bataille des Glières, c'est un moment où Farge n'est plus en Rhône-Alpes. Par contre, Farge était présent lorsque le général de Gaulle a remis la Croix de Libération à Grenoble, au maire de Grenoble, et il était présent également lorsque la nécropole des Glières, à l'automne 1944, le général de Gaulle remet la croix de la Libération à la veuve de Tom Morel. Si vous allez à la nécropole des Glières, on voit les photos sur des plaques, et Farge est là avec de Gaulle, la veuve de Tom Morel et autres. Après, je suppose que si les deux hommes s'étaient croisés, ils se seraient bien entendus, puisque Farge adorait les gens avec qui il n'était pas d'accord, et qu'au Vercors, comme j'ai dit, Farge n'hésitait pas à recruter des officiers qui avaient d'abord été pétainistes puis giroudistes, notamment Descours. Là, Descours, Farge l'a très bien connu. Et après avoir été le chef militaire, pas du Vercors à proprement parler, mais à un degré au-dessus, il a été commandant, gouverneur militaire donc à Lyon. Et au Vercors, Farge s'entendait aussi bien avec les chefs militaires conservateurs qu'avec les chefs politiques républicains et très à gauche. Et je pense qu'il se serait entendu avec Tom Morel assez facilement. Là-dessus, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, là, on peut dire que Farge connaissait ça vraiment très sincèrement. De même que Farge s'est très bien entendu avec le général Delattre de Tassigny. Parce que Delattre de Tassigny, qui certes n'est pas un gauchiste, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est quelqu'un qui juge d'abord les hommes à leur valeur militaire, ce qui est après tout logique, et c'est quand même un de ceux qui a été les plus ardents, après le débarquement de Provence, à intégrer les anciens FFI et à les couvrir des loges lorsqu'ils le méritaient. L'amalgame, Delattre a pratiqué ça avec beaucoup de sincérité, beaucoup de chaleur, et c'est pas étonnant par exemple que Henri Roll-Tanguy et sa veuve Cécile aient toujours été assez proches de Delattre et de sa famille. Parce que ce n'étaient pas les mêmes idées, c'est le moins qu'on puisse dire, mais Delattre avait quand même été un chef loyal avec des anciens maquisards et FFI communistes qui ne partageaient pas ses idées politiques, mais dont il reconnaissait la valeur militaire. Et Farge s'est très bien entendu avec Delattre également à Lyon, ça c'est clair. Il y a beaucoup de photos d'ailleurs où on voit les deux hommes décorer ensemble des combattants sur la place Bellecour. On va arrêter là parce que j'en aurais tellement à dire. Oui, c'est bon, j'ai encore 1 heure, mais bon, quand même. Il y a une dernière question éventuellement, mais voilà. Non, c'était un plaisir, merci.